les youtubeurs qui parlent d'expats, ils te vendent un pays en te disant que ça va résoudre tous tes problèmes. Pourquoi est-ce qu'on commence à parler d'Andorre? Parce qu'en fait, t'as eu Papacito qui pendant 5 ans se pointe sur YouTube et dit putain, la lourde campagne française, quoi. Allez dater les filles de vos villages, allez voir celles qui vont à l'église, tu vois. Alors que dans le village, il n'y a pas de meuf, tu vois. Donc ça, c'est de l'illusion. Mettez-vous à la boxe, putain, confrontez-vous à la violence et tout. Ok, donc tu bouffes ça pendant quasiment 10 ans sur YouTube, tu vois. Derrière, t'as Valek qui se pointe et qui dit les gars, j'ai la solution pour vous. Achetez une formation, je sais pas comment il la vend, pour devenir monteur vidéo, expatriez-vous en Andorre, bagarrez-vous avec vos copains, et là, en fait, tous tes problèmes, ils vont se résoudre, tu vois. Achète mon produit. Mec, t'as un jeune homme de 20 ans qui se fait foutre en Andorre au milieu de la campagne où il n'y a pas une meuf. De cette histoire-là, qui est-ce qui en profite? T'as Papacito qui peut vivre de YouTube et t'as Valek qui roule en Lamborghini, tu vois. Et le clampin moyen qui va s'expatrer là-bas, il va avoir une vie de merde. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être présents pour ce nouveau bunker. Alors, ce soir, on voyage en Italie. Italie et Sicile, par ailleurs, avec Lorenzo Simone. C'est bien comme ça qu'on prononce ton nom, Lorenzo? Simone, SC en italien, c'est chaud. Oh, Simone. Pour ceux qui te connaîtraient pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de gens qui te connaissent, qui attendaient l'interview. Donc, est-ce que tu peux te présenter succinctement, mais en faisant en sorte de garder le jus pour après? Ouais, bah, pour me présenter rapidement, je m'appelle Lorenzo, j'ai 25 ans. Je fais du business en ligne depuis quelques années, depuis 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça. J'ai fait quelques destinations d'expatriation. Et là, j'ai posé mes valises en Italie. Et du coup, je crois que c'est un peu le sujet duquel vous voulez parler ce soir. Bah écoute, on va parler d'Italie certes, mais on va parler aussi de business, d'expatriation parce que c'est ton expérience. Et puis on va aussi voir, est-ce que tu sais, dans les journaux et à la télé en France, on a les politiques qui s'offusquent et qui disent que Giorgia Meloni a une politique hyper agressive et est en train de créer un paradis fiscal en Italie. On va voir si c'est vrai. On va voir si c'est vrai pour tout le Ah, monde. c'est l'atroce Giorgia Meloni qui a créé le paradis. Apparemment, on lui reproche d'avoir créé un paradis fiscal. Je sais pas où est le problème avec ça, mais effectivement, il faut déblatérer un peu là-dessus. En tout cas, moi, personnellement, les gars, je connaissais pas Lorenzo, donc du coup, c'est bien, je vais apprendre à te découvrir pendant le live. Mais du peu que je sais, j'ai l'impression qu'on est tombé sur le Andrew Tate français. Le mec t'a fait dans la crypto. Ensuite, il avait des agences de management d'OnlyFans. Maintenant, il est plus ou moins dans les services en ligne, l'IA. Il est en voyage un peu partout dans le monde. Il consomme des femmes et des spiritueux de qualité. Donc, je pense qu'on va s'amuser ce soir. Ouais, ça va être sympathique. Ouais, le Andrew Tate français a quelques petites différences. Déjà, je suis pas chauve, je suis pas converti à l'islam, et je pense que j'ai une vision de la femme un petit peu plus douce que celle qu'a Andrew Tate. Ça commence de manière assez sympathique. On a quelqu'un qui nous dit est-ce que c'est vrai qu'il y a des maisons en vente à 1 euro en Italie? Alors j'ai déjà entendu parler de ça, et figurez-vous que c'est pas. Je sais pas si Lorenzo après tu veux placer un mot là-dessus, mais moi je me permets de mettre mon grain de sel. Il y a des maisons dans des zones qui sont un peu désertées, un peu à l'abandon, que ce soit en Sicile ou que ce soit dans le sud de l'Italie, comme en Calabre, etc., où effectivement tu vas avoir des municipalités, voire peut-être l'État, j'en sais rien, qui aide et qui promet des maisons, des bâtisses à 1 euro en échange que vous vous engagiez à les retaper, à les entretenir. C'est pas toujours un cadeau. C'est pas une légende. Non seulement ça existe vraiment, mais en plus il y en a beaucoup. L'Italie déjà, c'est un pays qui perd beaucoup d'habitants tous les ans, qui est très vieillissant aussi. Et ouais, donc forcément l'immobilier dans les villages, ça a eu tendance à pas mal s'effondrer. Et d'ailleurs, au-delà des maisons à 1 euro, qui effectivement des fois peuvent être un cadeau empoisonné, parce que tu as besoin de faire des rénovations, puis des rénovations en plus en employant des gens locaux, ce qui parfois peut être compliqué, il y a la barrière de la langue, etc. Tu as aussi des coins d'Italie où tu peux acheter de l'immobilier pour vraiment pas cher. Genre en Calabre, tu peux choper des appartements avec vue sur la mer pour 800 euros le mètre carré, qui sont pas à rénover. De ce que j'avais compris, il y a quand même des conditions. Si tu veux acheter ces baraques à 1 euro là, dans la Cambrousse en Italie, tu peux pas te permettre de l'acheter pour le rénover, pour le revendre. C'est-à-dire qu'il faut que tu t'installes là-bas, c'est ça? Ouais, je crois qu'il y a des conditions qui sont différentes selon les municipalités, mais effectivement, ouais, je crois qu'il faut rester sur place. Disons que le but du gouvernement ou des municipalités en question, c'est de faire revivre et de ramener de la, tu sais, ce qui s'effondre totalement en Europe, d'ailleurs, de la démographie, grosso modo. Et on va peut-être pas passer toute l'émission là-dessus, mais pour ceux qui sont amoureux du Japon, par exemple, au Japon, ils ont exactement le même problème qu'en Italie. On a des zones rurales qui sont complètement désertées. Et alors, déjà, je crois que tu peux avoir les maisons gratuitement. Enfin, 1 euro symbolique, voilà, c'est pareil. Mais au Japon, ils te payent carrément si tu rénoves et que tu cultives la terre, parce qu'ils ont aussi besoin que ces zones rurales produisent. Donc, au Japon, la baisse de la natalité, c'est un truc de fou, hein. Je crois qu'en France, on est à 1,6 enfants par femme. En Italie, on doit être à 1,4.
Je crois qu'on a 1,2 même en Italie. 1,2, Japon, je crois, c'est à peine 1. Moi, j'en parle souvent dans le bunker, mais j'ai un pote qui est d'origine japonaise. Genre, il a un grand-père qui est japonais. Ils l'ont appelé, l'ambassade. Ils lui ont filé un passeport. Donc, si vous avez des origines japonaises, les gars, il y a peut-être moyen de choper un deuxième passeport. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est ce que disait Mélanie. En fait, elle a été élue sur un discours qui était plus anti-immigration que Le Pen ou Zemmour. Concrètement, elle vient, elle, du parti mussoliniste italien. C'est une frange très, très à droite. Et même elle, qui était plutôt anti-immigration, dès qu'elle a été élue, elle a commencé à quand même à un peu changer son fusil d'épaule. Elle a dit, ouais, on a un problème avec la natalité, donc faut quand même qu'on ait besoin d'un petit peu d'immigration. Ouais, après, c'est une question qui est compliquée en Italie de bien gérer l'immigration parce que, effectivement, économiquement, l'Italie en a besoin. Et donc, Mélanie a essayé quand même de l'encadrer au mieux possible, à savoir des visas de travail uniquement qui vont durer 10 ans pour pas que les gens puissent pouvoir se faire naturaliser et pas avoir les papiers, etc. Donc, elle essaie de gérer la situation a priori au mieux possible. Quoi. Mais en tout cas, on voit le même phénomène se produire en Europe, peut-être en Italie. Je suis pas bien au courant, mais je vais venir voir bientôt. Et au Japon, pour faire le parallèle toujours, c'est-à-dire que face à cette baisse de la natalité, au final, vu que les États sont ce qu'ils sont et qu'ils aspirent le sang de leur circonscrit, ils finissent par importer en masse des populations allogènes. J'avais vu des vidéos assez récemment, c'était marrant, sur le Japon envahi par les Pak-Pak et les Bengalis maintenant. Donc alors, autant nous on a l'habitude, autant quand tu vois des images du Japon, c'est plus choquant. L'immigration est un peu plus différente aussi. Certes, il y a pas mal de personnes qui viennent d'Afrique, mais déjà il y en a beaucoup qui traversent et qui en fait veulent aller en France. Donc quand on voit, souvent ils sont de passage. Je dis pas encore une fois qu'il n'y a pas d'immigration africaine, mais c'est pas le gros de l'immigration. Il me semble que l'immigration principale en Italie, c'est une immigration roumaine. Et je crois même qu'en Toscane, l'immigration principale, c'est une immigration chinoise. Donc c'est quand même un problème un petit peu différent de celui de la France. Si tu n'es pas habitué à l'émission, et on a toujours l'habitude de faire une revue d'actu, est-ce que tu es toujours au fait de l'actu en France spécifiquement, ou est-ce que tu t'en tapes maintenant? Non, je continue de suivre, même je devrais m'en séparer un petit peu plus, mais j'essaie de savoir un peu ce qui se passe, notamment pour me positionner un peu mieux. En réalité, quand t'es expat, t'es obligé de jouer un peu avec la géopolitique et de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc ouais, non, je suis toujours ce qui se passe en France, ailleurs, etc. Et je vois des gens sur X notamment, tu sais, les gauchistes et les rageux, qui disent constamment ouais, mais les expats de toute façon, ils font que parler de la France, ils font que suivre les news de la France. C'est parce que je pense que les expats se cassent. C'est pas parce qu'ils aiment pas la France, c'est juste parce qu'on les traite mal et forcément ils continuent de suivre leur patrie de cœur. C'est même l'inverse. J'adore la France et en plus j'y passe souvent. Là, je suis de passage à Paris. Je suis en train de faire le live depuis Paris, donc j'en suis pas totalement détaché. Vas-y, GG, je te lance le jingle. La revue d'actu. Première news, les gars. En France, on pense que l'État a le monopole de la solidarité. C'est-à-dire que les gens, ils pensent que si demain on réduit la taille de l'État, il n'y aura plus de solidarité, sans sécurité sociale, les gens vont crever la bouche ouverte. Là, il y a un petit fait divers qui m'a amusé. C'est dans une cité à Bagnois-sur-Cèze, je ne sais même pas où c'est, quelque part en France. Et donc, comme dans toutes les cités de France et de Navarre, il y a des mecs en bas du bloc qui vendent des barrettes de chichons. Et en fait, les mecs ont envoyé une lettre à tous les résidents de la résidence. Ils ont proposé des services gratuits à tous les habitants de la cité. Vous pouvez demander à un jeune de venir t'aider à déménager, t'aider à faire du bricolage. Et même, ils organisaient des activités pour les enfants. Les gens de la cité pouvaient laisser leurs enfants à des choufs qui organisaient des petites activités. Je ne cautionne pas le deal et les mecs qui font des conneries dans les cités. Hein. Mais en fait, tu te rends compte que le free market, il trouve toujours un moyen d'opérer. Et ça me rappelle un petit peu les quartiers pauvres de Colombie où c'est les mafieux qui font la police. Et de fait, ils sont beaucoup plus efficaces que les flics étatiques pour faire régner l'ordre.
parce ils ont une approche beaucoup plus terre à terre. Ouais, en vrai, c'est super intéressant à plein d'égards. Bon, effectivement, moi aussi, j'ai pas envie de saucer trop non plus des dealers. Mais en soi, ouais, il y a plusieurs trucs qui sont intéressants là-dedans. Le premier, c'est effectivement l'impératif économique à ce que les choses se passent bien. Alors, tu vois, là, les dealers, ils ont besoin de bien s'occuper des résidents pour pas que les gens s'en plaignent trop, qu'ils appellent peut-être moins la police. Donc, en fait, ils sont quand même motivés par l'argent sans facturer la prestation à des gens. Et donc, ouais, ce phénomène économique, il est assez intéressant. Mais au-delà de ça, il y a un truc que je trouve encore plus pertinent, c'est que effectivement, la vraie générosité, elle peut exister seulement si tu es en position d'être abondant. Tu vois. C'est un mec qui s'appelle Libertarien sur Twitter qui a fait un post là-dessus. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Thomas, on le connaît très très bien, ouais, il était passé à l'émission. Ok, Ouais. bah pareil, c'est un mec qui me suit aussi. Et justement, je lui avais inspiré un post apparemment parce que j'ai créé un forum dans lequel je donne des conseils business, dans lequel on échange un petit peu dans les thématiques business, expat, etc. Et le forum est gratuit. Tu vois. Genre, je charge rien aux gens qui sont dessus. Et pourquoi est-ce que je peux faire ça? Parce qu'à côté, j'ai des business qui me font vivre, qui me rapportent pas mal d'argent, etc. Tu vois. Et du coup, il s'était dit, putain, c'est vrai, en fait, c'est seulement quand tu es dans l'abondance, seulement quand tu n'as pas l'État qui te prend 80% de ta thune, que tu peux avoir un peu d'authenticité et un peu de générosité. Tu vois. Et il a pris l'exemple de Wikipédia. Effectivement, tu vois, moi, j'ai passé toute ma jeunesse à lire des choses sur Wikipédia. Tout le monde y contribue gratuitement. Personne ne te facture quoi que ce soit. Et tu as accès aux meilleures ressources mondiales en termes de culture. Tu vois. Et d'ailleurs, l'État français avait même un peu de réticence par rapport à ça, puisque j'ai aussi souvenir du fait que quand j'étais à l'école, les profs nous interdisaient de se baser sur Wikipédia pour faire nos exposés. Tu vois. Il fallait acheter un bouquin. Tu vois. Enfin bon. Mais ouais, du coup, tout cet aspect où la générosité peut s'exprimer seulement quand l'État n'est pas présent, je trouve que c'est un concept qui est vachement intéressant. Bah oui, parce que eux, concrètement, ils ne payent pas d'impôts. Et naturellement, d'une certaine manière, même si c'est un cas isolé, ils redistribuent à la communauté. Alors bien sûr, je ne pense pas qu'on peut généraliser ce cas à tous les endroits de France où globalement, hein, on ne va pas se mentir, les mecs qui bicravent, ils ont un effet totalement négatif sur la société autour d'eux. Mais c'est quand même révélateur, ce petit fait divers. Je pense qu'il faut avoir la bonne lecture des choses. Je sais pas si vous vous souvenez, à une certaine époque, Pablo Escobar, il printait tellement d'oseille, il contrôlait des quartiers entiers, voire des villes entières, et du coup, c'est lui qui faisait un peu office de nouvelle autorité, d'État, quelque part, là où il était. Il distribuait de l'argent, il distribuait des aides, il distribuait des couches, il payait des permis, etc. Et ça, on l'a vu, on a commencé à le voir vraiment pendant le Covid en France. Pendant le Covid en France, t'avais les gens qui étaient confinés, parfois qui travaillaient pas et tout, et t'avais les dealers qui donnaient des couches pour les bébés, aux femmes, voilà. En fait, il y a un double jeu qui est à la fois d'acheter le consentement de la population du quartier, mais aussi de remplacer l'État parce qu'il l'empêche d'entrer. Tu vois, la police ne rentre pas dans ces quartiers-là, etc. Il n'y a plus de présence de l'État, hormis peut-être les aides qui rentrent financières. Mais du coup, il y a cette volonté et c'est pour ça que la fameuse phrase, tu sais, les quartiers abandonnés de la République, je sais pas quoi, elle a un peu de sens parce que de toute manière, de facto, ces mecs-là remplacent l'autorité de la police et de l'État dans ces quartiers. Ok, news d'après. C'est un sujet qu'on a beaucoup abordé dans le bunker. C'est l'insolvabilité. Alors là, on a un fait divers. C'est une nana qui se baladait avec son chat, c'est dans les espèces de cages dans le train, et elle s'est pris une amende de 110 € parce que son chat miaulait dans le train. C'est très révélateur parce qu'on a vu il y a quelques mois, les contrôleurs de la RATP avaient des directives où ils leur disaient allez concrètement chercher les Nicolas, les mecs qui sont solvables. Parce qu'en France, tu as, je crois, c'est 50% ou 60% des amendes qui ne sont jamais recouvertes. Vu que les gars sont insolvables, qu'ils n'ont pas d'adresse, qu'ils n'ont pas de biens saisissables, et ben en fait, ils ne peuvent pas récupérer l'argent de l'amende derrière. Et en fait, on voit que concrètement, les seuls gens qui se font emmerder, c'est les contribuables, les Nicolas, les gens qui respectent un petit peu la loi et qui ne sont pas en marge de la société. Et ça me rappelle ce même qui est qu'en fait, il y a deux types de personnes qui sont insolvables. Tu as les mecs qui sont en marge de la société, comme les mecs de cité et les gitans. Tu as Drahi qui a des avocats fiscalistes et des structures juridiques un petit peu complexes. Et au milieu, tu as les mecs qui sont les vaches à lait et qui sont concrètement ponctionnés par tous les sens.
que ce soit sur leurs revenus quand ils prennent le train. Et c'est là où Bitcoin a une proposition de valeur qui est intéressante, c'est qu'elle te permet d'organiser ton insolvabilité. Tu peux, grâce à Bitcoin, devenir un SDF capitaliste ou simplement réduire ta surface d'attaque. Et plus ta surface d'attaque est réduite, c'est-à-dire moins tu as de biens saisissables, plus tu dormiras mieux la nuit et plus tu seras serein face aux tentatives incessantes de l'État de te ponctionner et de soutirer ton fric. Je ne sais pas ce que tu en penses de tout ça, Lorenzo. Ah ouais. Ouais, bah, j'ai un collègue qui s'appelle Melting Pot sur YouTube qui a fait un live à ce sujet parce qu'il bossait pour la RATP. Et lui, son témoignage, c'est que il disait qu'apparemment, les contrôleurs n'allaient contrôler que les blancs. En fait. C'était à la couleur de peau. Quand t'es blanc, on te contrôle, on te fout une amende. Et quand t'es noir, pas vraiment. Je sais pas dans quelle mesure c'est vrai ou pas. Mais a priori, ça se passe plutôt comme ça. Et ouais, effectivement, organiser son insolvabilité, ça fait assez sens. Après, bon, moi, j'ai pas non plus envie de vivre comme un gitan, un gitan capitaliste. Je l'ai fait pendant longtemps et aujourd'hui, j'ai envie de dormir un peu plus sur mes deux oreilles. Après, pour le problème de la SNCF, de manière générale, c'est que il faut tout bouler au lance-flammes, il faut tout privatiser. Ce qui est aberrant avec la SNCF, mec, c'est que tu payes un prix absolument délirant en France. Les trains à l'étranger sont beaucoup moins chers. Il y a en permanence des retards. Et en plus de ça, c'est rempli de clodos, les gares, etc. Donc, t'es pas en sécurité, tu payes cher et tes trains sont même pas à l'heure. Il y a un moment, en fait, c'est même pas question d'être libéral ou communiste, c'est juste, t'as envie d'aller à l'opposé de ce qui est en place actuellement, tu vois. Donc, si c'est l'État qui s'en occupe, bah, mettez-moi, genre, Jeff Bezos ou Bill Gates qui va s'en charger. Et ça passerait mieux. Attends, c'est marrant ce que tu dis parce que je sais pas si tu es au courant, mais il y a Trenitalia qui vient de se lancer en France. Ouais. Donc c'est une entreprise privée parce que le train là-bas c'est privatisé depuis longtemps. Mmh. Et de facto, depuis que Trenitalia s'est lancé en France, les prix du billet de train ont baissé. Voilà. Donc après la qualité de service, je sais pas, j'ai pas encore pris, ça ne saurait tarder. Mais voilà. Alors moi j'avais un autre point à aborder là sur. Je vais faire ma rente habituelle avec mes anecdotes, mais on en parlait avec GG avant le live. Le truc de pas solvable, là, c'est pas une question de blanc, pas blanc. En fait, c'est une question de statistique. Si tu veux, Ouais, les mecs de la RATP, ils se sont bien aperçus que, bon, bah, ils sont pas racistes, mais bon, tu vois, quand ils contrôlent des mecs, voilà, de cité ou je sais pas quoi, peu importe leur couleur de peau, statistiquement, bah, ça donnait pas grand-chose à l'issue en termes de recouvrement des amendes. Non, mais tu peux le lier à la couleur de peau aussi. Je pense que statistiquement, Oui, il y a plus de exactement. gens. Tu as moins de blancs insolvables que d'autres ethnies. ouais, les statistiques ethniques sont interdites, donc C'était une manière. prends des pincettes, là. C'était une manière de l'enrober joliment. Mais moi, j'ai un exemple, les gars, qui est criant. D'ailleurs, il y a une semaine ou deux, je me suis fait aligner. Alors que des gitans bloquaient la route, j'ai traversé une ligne blanche. Moi, je me suis fait aligner parce que je travaillais. Mais j'en ai une meilleure, c'est qu'une fois, j'avais bu. J'étais en tort, les gars. Je me suis fait arrêter sur une aire d'autoroute parce que je pissais. Il y avait une autre bagnole avec 4 mecs de cité qui buvaient, qui écoutaient du Joule, qui fumaient, etc. Les flics ont déboulé. Et on s'est fait contrôler. Alors eux, pas de permis, complètement bourrés, fumer du chichon, tout ça, etc. Les mecs, ils leur ont dit allez, cassez-vous. Ils n'avaient pas de temps à perdre. Et moi, je suis arrivé derrière, je croyais faire bonne impression en disant ouais, je suis vraiment désolé. En plus, demain, j'ai les salariés qui m'attendent au portail. Ben non, je suis pas reparti, moi. Ouais. L'État est un agent économique rationnel. C'est-à-dire que les mecs, ils vont pas perdre du temps à aller voir des mecs de cité qui sont insolvables quand ils peuvent aller voir un Nicolas et lui faire peur, parce que le mec de cité, il n'a pas peur d'aller en prison, il n'a pas peur de se prendre une amende parce qu'il n'a pas d'adresse, il n'a pas de biens saisissables. Donc forcément, il s'attaque aux gens qui peuvent ponctionner, à qui ils peuvent tirer de l'argent. Et c'était totalement légitime de leur part de faire ça, parce que concrètement, c'est les seuls à qui ils vont pouvoir soutirer de l'argent. Et l'État est une entreprise qui a besoin de fric, quoi. Et si tu peux mettre mon écran, ça c'est les taux de recouvrement sur les amendes, les délits de Nicolas, on va dire, route, transport, vitesse, elles sont très bien recouvrées, c'est-à-dire que tu as un taux de recouvrement de 90%, mais par contre, tout ce qui est stupéfiant, vol, violence, là tu es au-dessus des 50%, c'est-à-dire que stupéfiant, par exemple, les taux de recouvrement sur les amendes, il est à moins de 20%. Je sais pas dans quelle mesure, de toute façon, les stupéfiants, ça concerne plus les gens dont on parlait que les Nicolas. C'est quand même un pays de toxico. De fait, c'est assez rare quand même
Ils amendent les gens qui consomment. Hein. Pour se faire amender parce que tu consommes, à part si c'est de la coke ou des trucs comme ça, d'après moi, c'est un peu plus rare que les mecs qui vendent. Quoi. Ouais, ok, tu penses que c'était des amendes pour ceux qui vendent. Okay. Bon, en tout cas, voilà, le point, c'était que, tu sais, même, moi, je veux pas cracher sur la police non plus, hein, même si j'étais victime de ce genre d'injustice. C'est au contraire. J'ai un pote qui est dans la gendarmerie et il me disait, tu sais, on est des humains comme les autres. Pourquoi on va aller dans des cités, se mettre en danger? Les mecs, ils arrivent à 50 sur toi et te caillassent, etc. Et tout. Et en plus, quand tu y arrives et que tu t'es mis en danger, que tu as cru bien faire avec ton je sais pas, là, ta team, là, ton escouade, les mecs, ils sont relâchés immédiatement par des juges gauchistes. Et après, ils te rigolent au nez. Ils te rigolent au nez, ces mecs-là. Alors, c'est forcément plus rationnel et plus facile d'aller taper sur... allez, je vais faire la grosse caricature, mais tu sais, Nicolas qui a des biens saisissables, notamment sa maison à crédit, qui paye pour que Magalax lui fasse des poissons panés le soir. Tu vois. Enfin bref, vous avez compris le dessin, quoi. Ouais. En gros, tu vois, même les gitans, c'est pareil. Les gitans, ils déboulent sur un terrain de force, ils volent l'électricité, ils volent l'eau, et l'État, il vient, il négocie. Ouais, mais s'il vous plaît, les gars, vous pouvez partir à un moment donné ou pas? Et en fait, voilà, c'est quand tu n'as pas de surface d'attaque, l'État négocie. Et alors, vous en tirez la conclusion que vous voulez, mais peut-être que des solutions. Comme je le dis souvent, la surface d'attaque, c'est pas blanc ou noir. C'est pas soit tu as de la surface d'attaque, soit tu n'en as pas. Il faut juste réfléchir à ces sujets-là et essayer d'une certaine mesure de la réduire, tout simplement. C'est ça. Mais d'ailleurs, quand on parle d'expatriation dans le bunker, et on va en reparler avec Lorenzo tout à l'heure, ça fait partie des stratégies pour diminuer sa surface d'attaque. J'aime bien faire des parallèles en ce moment entre la Chine et la France, parce que tu sais, on nous avait vendu, nous, quand on était ados, dans les années 2000, que la Chine, c'était un endroit juste où il y avait des mecs avec des fouets qui faisaient travailler des enfants pour faire des baskets Nike. On peut voir qu'en Chine, ils innovent. Là, ils ont créé un robot qui sait jouer au ping-pong. Pendant que nous, en France, l'argent du contribuable sert à casser l'image négative des rongeurs. J'ai trouvé ça très intéressant. Un élu de la ville de Paris, donc c'est Nicolas qui paye, hein, c'est un mec rémunéré par la ville de Paris, qui est parti faire distribuer des tracts pour améliorer l'image des rats dans Paris. C'est hyper marrant sur deux choses, c'est que à Paris, c'est tellement sale qu'il y a énormément de rats. C'est très révélateur sur le sens des priorités des élus de la mairie de Paris qui ont l'air complètement hors sol et qui se soucient du bien-être des rats qui sont, je le rappelle, vecteurs de maladies. Et, quand il y a des rats, c'est pas que ta ville elle est en bonne santé, quoi, en général. Au lieu de se soucier du bien-être de la population. Je ne sais pas ce que tu en penses de tout ça, Lorenzo. Ouais, effectivement, prendre la défense des rats, c'est littéralement prendre la défense des nuisibles, tu vois, ce qui rentre un peu dans la logique actuelle. C'est le gouvernement défend les rats avec ton argent, ce qui est pas très surprenant. Et ouais, pour la Chine, c'est vrai qu'ils sont très impressionnants. J'y ai passé juste une petite journée là, quand j'ai passé une semaine ou deux à Hong Kong et j'ai passé juste une journée en Chine parce que c'était à côté. Quand tu vois un peu l'organisation des villes, à quel point tout est parfait, tout est structuré, etc. En revanche, petite nuance sur ce que tu as dit, c'est-à-dire on nous a mis dans l'idée que la Chine, c'était des enfants qui fabriquent des baskets et en fait, ils font des robots de fou. Et en réalité, c'est les deux. La Chine, il y a quand même 6 millions d'esclaves encore aujourd'hui. Je crois qu'il y a une bonne proportion des enfants qui taffent quand même. Et en réalité, pourquoi est-ce qu'on voit autant de pays se développer pendant que la France, elle fait la promotion des rats? C'est parce que justement, on est dans une économie qui est mondialisée et pour autant, on est en compétition avec des pays qui ne jouent pas avec les mêmes règles. Tu vois. Genre, comment est-ce que dans une économie mondialisée, tu peux battre les Chinois qui, eux, ont le droit de recourir à l'esclavage, au travail des enfants? En Russie, pareil, tu as 1 800 000 esclaves. Aux États-Unis, il y a le système carcéral, tu as 1 800 000 esclaves. Aux Émirats Arabes Unis, tu as des esclaves. Au Qatar, tu as des esclaves. En fait, tous les pays qui sont en train d'émerger, ils ont le droit de recourir à l'esclavage. Et la France, mec, on doit payer pour les rats, tu vois. Donc forcément, on a perdu et ils ont gagné. Et bon, faut se casser, quoi. Alors en tout cas, pour avoir visité beaucoup d'usines de production de vêtements en Chine, c'est quand même très moderne. C'est pas l'image qu'on a du sweatshop in China, tu vois. C'est quand même, ils ont un accès à la technologie et au robot et à tous ces trucs-là qui est hors du commun. Je pense que quand on parle d'esclavage, c'est pas forcément dans l'industrie, c'est beaucoup. J'avais regardé les datas sur ça, c'est beaucoup sur le travail à la maison, les nounous,
le personnel de nettoyage. Alors après, tu peux dire que oui, le mec qui travaille 70 heures par semaine dans une usine dans le fin fond de la Chine et qui est payé 50 balles par semaine, tu peux associer ça à de l'esclavage, ça on est d'accord. T'as pas compris, quand je parle d'esclavage, je parle de vrais esclaves, des gens qui sont dans des camps de travail forcé et qui travaillent gratuitement. Genre en Chine, t'as des camps de travail forcé pour les Ouïghours, t'as 500 000 Ouïghours qui ramassent le coton, par exemple. Ok. Le coton est ramassé par des Ouïghours qui sont littéralement esclaves. Et encore une fois, j'ai fait une vidéo sur le sujet sur ma chaîne. Donc là, c'est organisé par l'État, quoi. Il y a plein de pays qui ont recours à l'esclavage, en fait. Alors, mais tu sais, moi, personnellement, je suis pour le travail des mecs qui sont en prison, pour pas qu'ils soient un poids pour le contribuable, de une, et de deux, pour qu'il y ait une espèce de peur d'aller en prison, tu vois. Je pense que c'est important dans cette société, dans une société, quelle qu'elle soit, qu'il y ait une peur de la sentence et de la justice. Sinon, ça fonctionne pas. Le problème, bon, ça c'est un sujet beaucoup trop vaste, on va pas s'épandre dessus, mais le problème du travail des prisonniers, moi je trouve que c'est une bonne chose, hein, mais ça peut donner des débordements, comme le système carcéral qui est littéralement une industrie aux États-Unis, où en fait il y a un alignement d'incitations, alignement d'incentives en anglais, pour arrêter des noirs le plus tôt possible, les foutre en prison pour qu'ils aillent produire pour un coût qui est ridicule. Parce qu'en fait, le système carcéral américain revend des prestations à des industriels, à toutes sortes de choses. Et il y a tellement un pognon monstre. Tu vois, je ne suis pas un mec à crier au racisme toutes les 2 minutes, nanana et tout, mais aux États-Unis, il y a quand même une industrie et un ciblage des populations noires parce qu'ils rapportent plus concrètement à l'État en prison que quand ils sont dehors. Et c'est un fait. Tu vois. Oui, je suis d'accord avec toi, Science. Ok, mais peut-être qu'aux États-Unis, tu as un extrême, je ne connais pas le sujet, sur la droite, mais en France, c'est l'extrême sur la gauche. C'est-à-dire que les prisons sont pleines. Le taux d'occupation moyenne des prisons en France, c'est 1,5, 1,6. Les gens n'ont pas peur d'aller en prison et les criminels restent dehors. En France, je pense qu'on a un problème où il n'y a pas assez de mecs en prison. C'est un peu ça le problème, tu vois. Je suis bien d'accord, L'autre point, je ne sais pas si Lorenzo t'a vu passer, mais on a vu une explosion ces 2-3 dernières années de vidéos Snap là, de mecs en tôle qui vivent comme des princes avec ils fument du shit, ils ont des bombes à gaz, ils se mettent du protoxyde dans le nez, ils font leur anniversaire avec des bougies. Ils ont leur plaisir. Ils vivent mieux que mes dernières années où j'ai stacké un maximum. Un étudiant français, il a pas forcément une paye chez lui, de la bonne bouffe exact. Du shit à prison. Ou un mec qui bosse à l'usine, quoi. Tu vois, c'est là qu'il y a l'injustice. Un tôlard coûte 32 000 euros par an aux contribuables. Et le salaire moyen en France est à 23 000 euros par an. Donc le français moyen ne peut pas se payer de place en prison. Ouais, donc c'est un peu normal qu'ils aient une bonne qualité de vie en prison. News d'après, les gars, le GIEC. Le GIEC, c'est la Bible, c'est la référence numéro 1 des climato-hystériques qui annoncent la fin du monde, Armageddon et la Terre qui brûle en 2030. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si c'est un bug dans la matrice ou s'ils sont en train de changer leur fusil d'épaule, comme ils l'avaient fait dans les années 70, avant qu'on entende parler de réchauffement climatique. À l'époque, on nous parlait d'air glaciaire. On nous disait il faut faire attention, il faut arrêter de polluer parce que c'est l'air glaciaire qui arrive. Et bien là, le GIEC nous dit qu'on retourne à une ère glaciaire. Donc, si finalement il fait froid, c'est que nous avions raison de dire qu'il allait faire chaud. Gros bug dans la matrice. D'un côté, ils disent il fait trop chaud et on va tous crever. Et de l'autre côté, ils nous disent attention, il y a un danger, c'est l'air glaciaire qui arrive. En tout cas, c'est assez cohérent parce que depuis des années, la calotte glaciaire dans l'Antarctique grossit. D'ailleurs, c'est un autre problème de narrative parce qu'en fait, quand tu regardes les images satellites, ça grossit malgré tout ce qu'on nous dit. Pareil, la montée des eaux, ça fait 30 ans qu'on attend, ça ne bouge pas. T'en penses quoi de toute cette comédie dell'arte par rapport au réchauffement climatique ? Je ne sais pas si vous connaissez Toulian, le mec qui parle de business en ligne. Ouais. Ouais, bah lui, tu as vu, bien sûr. Lui, sa règle, c'est de regarder un peu ce que dit le système et de penser systématiquement à l'inverse. Comme ça, la plupart du temps, j'ai raison. Moi, j'ai une petite nuance là-dessus.
c'est que, mec, je crois absolument personne, en fait. Je crois aucune des news. Et je crois pas ni les mecs qui disent que le climat il se réchauffe, ni les mecs qui disent qu'il se refroidit, genre, ni le système, ni le complotiste. En fait, mec, tout le monde ment et c'est complètement aberrant, tu vois. Je sais pas, en fait, il y a tout le temps, dès que tu creuses un sujet, il y a tout le temps des datas qui paraissent bizarres et que tu te dis c'est bizarre qu'on n'en parle jamais, tu vois. Par exemple, là, sur le climat, le réchauffement climatique, etc. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on a fait péter 2000 bombes nucléaires sur Terre, tu vois. J'imagine que ça doit défoncer le climat d'une manière ou d'une autre, tu vois. Et sur les 2000, il y en a eu, je crois, une dizaine qui ont été partis dans l'espace. On a fait péter des bombes nucléaires dans l'espace. Une centaine, je crois, dans l'atmosphère. Et genre, ouais, le climat, il se réchauffe, il refroidit, j'en sais rien. Mais je refuse de croire qu'il y a un mec, tu vois, qui a une chemise à manches courtes et qui regarde de la data en disant ah, apparemment, le carbone, il a augmenté, la température, elle a augmenté aussi, donc ça doit être lié. Donc en fait, vu que ton pot d'échappement, il émet du carbone aussi, c'est ta caisse qui fait que ça se réchauffe. Tu vois. J'ai l'impression qu'il y a toujours des espèces de cataclysmes qui sont pas pris en compte et qu'on nous sort en fait ce qu'on veut bien nous sortir. Tu vois. Mais je le vois ça dans les news, même. Tu vois, j'ai pas mal de collègues qui sont militants en politique ou quoi. Tu sais, genre, un bon exemple là-dessus, c'est je vois souvent des news passer sur Twitter. Ah putain, il y a l'extrême gauche qui a agressé gratuitement des gens dans la rue, ou ah, il y a l'extrême droite qui a agressé gratuitement des gens dans la rue. En fait, ce qui se passe, c'est genre l'extrême gauche et l'extrême droite se tabassent dans la rue depuis 50 ans. Et en fait, ils font des règlements de compte en permanence. C'est-à-dire que dès qu'ils vont dans la rue, ils croisent un mec qui les a frappés la semaine dernière, il les frappe aussi, sauf que cette fois-ci, c'est filmé, tu vois. Et après, tu as le droit sur Twitter des vidéos qui font 1 million de vues et qui disent ouais, regardez, le camp d'en face est ultra, ultra violent, etc. Nous, on a rien demandé. En fait, mec, il faut croire personne, tu vois. Genre, les news, elles sont tout le temps pipées. Je Ouais, crois rien. ce que tu veux dire, c'est qu'il y a absolument tout le monde maintenant qui a bien compris le jeu des réseaux sociaux et qui va faire en sorte de manipuler l'information, d'essayer de manipuler l'opinion d'autrui. Du coup, je te retourne le jeu, je te retourne le compliment parce que tout à l'heure, tu parlais de Wikipédia. Wikipédia, moi aussi, j'étais un fervent défenseur de Wikipédia jusqu'à un certain point, jusqu'au point où il y a eu justement toute cette clique-là, les climato-sceptiques, les ceux qui vendent leur théorie du climatisme pour faire des taxes, etc., qui, eux, ont accès à la subvention et à la machine à billets et qui sont devenus plus nombreux et qui, en fait, ont dominé le débat. Ouais. C'est à ce moment-là, moi, que j'ai arrêté de donner à qui que ce soit parce que, de toute façon, je parle des sources d'information, parce qu'elles sont manipulées par des armées de bots, voire même, on voit des trucs, tu sais, avec des armées de téléphones là, qui ont des bots, on voit toutes sortes de choses, j'imagine que tu as déjà dû voir ça. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses pas qu'au final, il faut revenir aux fondamentaux? Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Si je Le bon temps, n'expérimente pas. mais 100%, il faut revenir à ça. Et puis en fait, c'est là que tu te rends compte que les gens qui tiennent la vérité officielle, c'est eux qui pensent avoir la vérité, parce que les climato-sceptiques, concrètement, ils disent non, il n'y a aucune preuve que le CO2 cause un certain réchauffement climatique. Déjà, on n'est pas sûr que la Terre se réchauffe à 100%, et de deux, il n'y a aucun lien entre réchauffement climatique et CO2. Il faut être sûr de rien, il faut juste avouer qu'on ne sait rien, et être humble, et arrêter d'essayer de jouer les Nostradamus, et d'arriver avec la baguette magique et de dire si on arrête d'utiliser du pétrole, la Terre va refroidir. C'est ça en fait. C'est d'une part, moi j'admets que j'y connais rien et que j'y comprends rien. Donc mon réflexe, comme je te dis, c'est je crois personne. Je crois pas le mec du système et je crois pas le mec anti-système. Je crois personne dans cette histoire. Et néanmoins, ça n'empêche pas quand même de regarder un peu des datas des fois. Et ouais, de voir des chiffres troublants. Je te dis, 2000 bombes nucléaires pétées en 70 ans. Ouais, ça doit avoir un petit effet quand même. Je crois que la Chine, c'est plus de 20 000 interventions volontaires sur le climat depuis 2014. C'est avec le cloud seeding où ils font pleuvoir exprès et tout ça. Ah oui. Ah, mais ça, En fait, c'est réel. On te dit, les mecs, ouais, les chemtrails, je sais pas comment on dit, c'est une théorie du complot. Tu vas sur ChatGPT ou sur Wikipédia, ils te le disent. Oui, le gouvernement américain, le gouvernement chinois, ils ont des projets avec des budgets officiels où ils mettent des trucs dans le ciel pour essayer de faire pleuvoir pour la saison des pluies, pour l'agriculture, et ils font ça depuis les années 80. Ça, c'est pas être complotiste que de parler de ces sujets-là. ouais, Il n'y a pas besoin d'aller chercher sur la Lune. Il y a eu, je ne sais plus si c'était le Qatar ou Abu Dhabi ou bien Dubaï qui ont eu des gros problèmes d'inondation et climatique parce qu'ils faisaient le cloud seeding et ils se sont calmés là depuis assez peu. Ça, même là, ils font, je crois que c'est aux Émirats aussi, ou peut-être Arabie Saoudite, mais un pays du Golfe, ils commencent à faire des nappes phréatiques artificielles pour pouvoir avoir des stocks d'eau en cas de guerre et pouvoir. Tu vois, donc, en fait, t'as l'eau qui se déplace par l'intervention humaine, et pourtant, dans l'inconscient collectif, t'as en mode, ouais, le climat s'est réchauffé, ça a baisé les cycles, etc. C'est pas ça, tu vois, c'est juste qu'il y a un moment, il y a un mec qui prend la décision volontairement de déplacer, de déplacer le truc, tu vois. Donc, ouais, pas d'avis sur la question, je crois personne, j'en sais rien, peut-être ça se réchauffe, peut-être ça se réchauffe pas. Et puis à un moment donné, c'est pas ça qui va changer ta vie. Hein.
si tu veux avoir un impact sur le monde, fais du fric, fais des gosses. Et voilà, pour la plupart des gens, il faut se concentrer sur ces trucs-là. Ouais, c'est clair. On va parler un petit peu plus de Lorenzo. Alors Lorenzo, avant qu'on parle d'Italie, Mhm. est-ce qu'on ne parlerait pas un petit peu de toi pour ceux qui ne te connaissent pas, hein, tu t'es présenté très succinctement au début, mais est-ce que tu voudrais pas parler de ton parcours? Moi, je t'ai découvert, enfin, je t'ai aperçu, je n'ai pas vraiment creusé. Je pense à l'époque de DBL, et peut-être qu'on va pouvoir parler un peu de DBL et de Jean-Marie Corda parce qu'il le mérite. C'est un mec qui a un super parcours. Moi, effectivement, celui qui m'a mis le pied à l'étrier dans le business en ligne, c'était Corda. C'était moi qui m'étais occupé du canal Satoshi. Donc c'était son groupe de signaux d'investissement pour DBL, son groupe d'entrepreneurs du web. C'était un canal qui avait eu un bon succès, il y avait une bonne performance, etc. Et donc, ouais, JM m'a beaucoup conseillé, m'a pas mal épaulé. Et ouais, très bonne personne, donc on lui fait un petit bisou. Et derrière, j'avais utilisé mon autorité justement via les performances que j'avais eues sur le canal crypto de DBL pour vendre des formations crypto. Et puis, j'ai vite compris qu'en fait, la vente de formation, c'était pas quelque chose de très pérenne et pas un business avec lequel tu peux être serein au long terme. Et ce que je répète en boucle à mon audience depuis maintenant 2 ans, un truc comme ça, c'est qu'en ligne, les entrepreneurs ont un manque de conscience de classe. Les gens, ils se pointent pour devenir des prolétaires du web. Et en fait, ils travaillent comme des acharnés pour faire certes un meilleur salaire que dans la vie réelle. Mais bon, ils travaillent aussi beaucoup plus que dans un salarié normal. Et ils ne profitent pas forcément de la vie, etc. Donc, je me suis focus pas mal sur le fait de pouvoir posséder de l'infrastructure. En fait. Je voulais devenir un bourgeois d'Internet. Donc, j'ai essayé, par exemple, de lancer un processeur de paiement. Je me suis chié lamentablement. J'ai fait plusieurs tentatives comme ça. Il y a un moment où il fallait bien manger. Du coup, j'ai lancé une agence OnlyFans qui m'a assuré un certain cash flow. Et pendant que je profitais de ce cash flow-là, j'ai commencé à rentrer au capital de SaaS en échange de les aider à se distribuer. Donc aujourd'hui, j'ai plus d'agence OnlyFans et je fais seulement ça. Juste du SaaS. Alors, juste, je te coupe, mais tu as une maturité qui est assez incroyable pour un mec de 25 ans. Ça vient d'où, d'après toi, ça? Tu as commencé vraiment à De DBL? faire du business en ligne très tôt ou c'est quoi, c'est ton père qui t'a mis dedans ou un cousin, un oncle? Déjà, je suis pas certain d'avoir beaucoup de maturité. Peut-être que j'en ai l'air et en fait, derrière, pas forcément. Non, mais déjà, tu as travaillé dans la crypto, tu as travaillé dans les OnlyFans, maintenant tu es dans les SaaS. Enfin, pour un mec de 25 ans, tu as quand même eu un petit parcours déjà. Ouais, mais ce que les gens savent pas, parce qu'à chaque fois, j'étais pas forcément sur ce sujet, mais mes premiers sous en ligne, j'avais 14 ou 15 ans. C'était 2014, 2015. Mon premier 10K par mois, enfin, c'est pas 10K par mois en réalité, c'était un mois à 10K. C'était en 2016, quand j'avais 16 ans. Et donc, en fait, pardon? C'était comment à 16 ans, les 10K là? Ça sent la redirection de site porno avec un Whisby, un truc de pub. C'était assez gris pour que je ne veuille pas en parler publiquement. Okay. Mais donc, ouais, en fait, des essais de tapoter sur mon écran et voir mon compte en banque augmenter, en fait, il y en a eu beaucoup, et pendant longtemps. Et donc, ça, je pense que ça m'a pas mal aidé à prendre du recul sur le business. Tu as commencé très jeune, quoi, à essayer de faire de la Wi-Fi money. Ouais, mais c'est pas la seule chose. Je te rassure. Moi, les premiers dollars que j'ai reçus, je faisais des designs, HTML, machin et tout. Et pour des teams, de Counter-Strike, Natural Selection, enfin les jeux de l'époque. Et après, là où j'ai commencé à faire du revenu récurrent, il y avait des sites de direct download. Ouais. Et moi, je m'étais spécialisé sur la section vidéo. Okay. Je reprenais des vidéos d'autres. Et je mettais une page de pub entre les deux et je faisais du cash flow comme ça. J'avais 15-16 ans, ouais, aussi. Hein. Ouais, tu vois, donc, ne t'inquiète pas, on est de la même team. Bon, bah, magnifique, l'époque de la team un petit peu dark. Mais ouais, donc il y a eu ça qui m'a aidé. Et puis je pense aussi que, en fait, j'étais une des rares personnes de DBL qui m'était vraiment montré publiquement et qui avait encouragé les gens à s'associer, etc. Et en fait, DBL, il y avait 2500 Alors, DBL, c'était le groupe de Corda, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ouais, il devait y avoir 2500 membres, un truc comme ça. Et sauf qu'en fait, tu avais Corda qui est évidemment le gourou et le personnage principal. Et sauf que Corda, il t'a fait beaucoup, enfin, il y avait ses business, etc. Ce qui fait qu'il n'allait pas forcément au contact des membres de la communauté, tu vois. Et moi, non seulement j'étais public, donc ça attirait des gens à moi, mais en plus, j'allais les voir IRL. Il y en a que j'ai aidé à s'expatrier, j'allais les chercher à l'aéroport, etc. Et en fait, depuis, j'ai dépensé aussi tous mes premiers sous, enfin, j'ai dépensé pas mal d'argent pour le fait de juste me déplacer, rencontrer du monde qui fait du business, tu vois. Et en fait, je pense que j'ai juste beaucoup de data sur beaucoup de trajectoires de vie et beaucoup de trajectoires d'entrepreneurs. J'en ai vu faire beaucoup d'argent, se ruiner
Tu vois, j'avais un collègue, mec, début 2022, il avait 3 millions d'euros sur son compte. Fin 2022, il était à moins 300 000. Tu vois. En fait, j'ai vu plein de trajectoires absolument extrêmes et je pense que j'ai appris pas mal de toutes ces trajectoires de vie. Et après, j'ai aussi eu des mentors. Comme je te dis, JN m'a beaucoup aidé et quelqu'un qui a de bons conseils. J'ai Silvio, maintenant je bosse avec des gens plus âgés que moi aussi. Et donc, ton mindset que tu as dit, c'est ça, c'est de devenir un bourgeois numérique. C'est qu'en fait, concrètement, tu ne veux pas échanger ton temps contre de l'argent. Tu veux développer des infrastructures qui vont te générer du revenu passif pour pouvoir profiter de la vie en Sicile et dater des meufs et t'amuser, quoi. C'est exactement ça l'idée, oui. Parce que je vois, en fait, t'es pris dans une espèce de spirale infernale. Même l'agence OF, c'était casse-couille de ouf parce que j'avais du cash flow. Mais moi, je voyageais avec mes modèles. J'ai surfé un peu sur la trend old money avec elle. Donc, je les emmenais au Ritz, on prenait des belles photos là-bas, etc. En fait, mec, ma thune du mois, elle était claquée à chaque fois le mois Ouais, même. tu burnais. Ouais, c'est Tu ça. burnais beaucoup de cash. Et Mais c'est très dur. Je suis désolé, je t'ai interrompu, mais c'est très dur de passer. Quand t'entreprends, notamment sur Internet, mais pas que en réalité, c'est très dur de dépasser le stade. C'est à la fois un shift mental, mais aussi de pratique et d'investissement, non pas en temps, mais en argent, de passer du je développe absolument tout, parce que quand tu entreprends au début, c'est la traversée du désert, tu dois tout faire. Je développe absolument tout et quelque part, j'échange mon temps contre mon argent. Je veux créer quelque chose que les autres vont utiliser pour construire par-dessus, par exemple, tu vois, qui va me ramener une rente. C'est un peu de ça que tu veux parler, ta legacy, celle que tu essaies de construire. non, mais c'est même plus profond que ça, cette histoire d'être bourgeois d'Internet. C'est que d'une part, encore une fois, il faut être propriétaire de ses moyens de production, il faut avoir de l'infrastructure, etc. Attends, on revient aux définitions marxistes, en fait. Je veux dire, c'est des choses qui n'ont pas changé depuis toujours, quoi. Et le revenu passif, en réalité, je pense qu'il peut exister. Il y a des situations dans lesquelles il existe sans travailler, etc., genre full passif et tout. Mais de manière générale, il faut quand même qu'il y ait une production derrière et il faut qu'il y ait des gens qui fournissent du travail. Donc en fait, il faut revenir à des modèles où tu as des salariés, en fait. Il faut monter des vraies boîtes avec des salariés, des mecs qui se lèvent le matin, qui, pour le coup, ont la chemise à manches courtes aussi, qui vont au bureau, qui apportent sur leur clavier et qui travaillent pour toi, tu vois. Et tant que t'es pas en train de focus en train de faire un truc comme ça, bah ouais, t'es pris dans une spirale infernale du freelance qui cherche en permanence des clients, qui cherche en permanence à les upsell, il va te dire qu'il fait 20K par mois, ouais, mais en fait, sur l'année, il fait 2 mois à 20K, puis après, pendant 6 mois, il trouve plus personne, il fait pas de thunes. Ça, c'est un vrai sujet. Il faut savoir que j'ai un très bon ami maintenant. Ça a été mon blablacar pour aller à une conférence. Okay. Et à l'époque, je lui parlais exactement de ça. Monsieur. C'était une conférence Bitcoin. Ah, ok. Et il savait pas quand il m'emmenait que je faisais partie des organisateurs. J'étais incognito et tout. Et on parlait de tout ça dans la bagnole et c'était le sujet. C'est-à-dire qu'il y avait 2 personnes dans la voiture, dans le Blablacar, qui se lançaient en indépendant. Et moi, malgré les apparences et malgré mon âge, ça fait quelques années que je suis indé. Et je leur disais, non mais les gars, c'est pas la panacée, quoi. Tu sais, quand c'est freelance, tu sais jamais, ça dépend des contrats que tu signes. Moi, en tout cas, dans ce que je faisais, tu sais jamais si dans 2 mois tu travailles. Tu sais jamais s'il y a le manque de visibilité, le manque de vision industrielle. C'est quelque chose qui te ronge. Et puis surtout, tu sais, je suis le genre à me pousser à 200% de mon énergie. Ce qui fait que, en fait, quand tu t'es malade ou que tu as un problème familial ou que tu dois voyager ou partir en vacances, il n'y a rien qui rentre. Ouais, ça, t'es baisé. Voilà. Même, après, pour manager des gens, il y a des gens qui perdent beaucoup de temps à manager des gens et qui sont aussi sous l'eau. Moi, personnellement, dans les gens que j'ai rencontrés qui arrivaient bien à manager et qui arrivaient à lancer des boîtes qui fonctionnaient bien, en général, il faut qu'il y ait 2 choses. Il faut que les mecs qui travaillent pour toi, ils te craignent un petit peu. C'est-à-dire qu'ils aient un peu peur, qu'ils savent que tu puisses… Ça peut être en restauration, ça peut être la violence physique, par exemple. Non, mais c'est vrai. Dans l'armée, dans la restauration, tu as peur de la violence physique. Tu vas finir au trou ou ton patron, il va te prendre par le callback. Bien sûr. Donc, il faut que les gens ils aient un petit peu peur de toi, que ce soit de peur de te faire virer ou quoi que ce soit. Mais il faut aussi que les mecs, ils croient en ta vision et qu'ils t'idolâtrent un petit peu. Donc, en fait, c'est les deux. Il faut que le mec ait un peu peur de toi, mais aussi qu'il croit en ta vision et qu'il t'idolâtre d'une certaine manière. Et si tu arrives à concilier les deux, et ben alors là, tu vas pouvoir scale ton business et tu vas pouvoir avoir des gens qui travaillent pour toi et qui font le métier de bien, quoi. Alors, une petite nuance sur ça, c'est que j'étais pas l'entrepreneur de cette boîte, j'étais un cadre, mais je suis passé de 4 à 60 salariés, et c'était moi le mec central qui manageait tout.
Et c'est ce qui m'a décidé à passer indépendant et freelance, parce que l'humain à manager, c'est pas non plus quelque chose de facile sur le long Non. terme. Tu as affaire à, c'est comme si je sais pas moi, c'est comme quand je vois ma femme s'occuper d'un jardin d'enfants, toujours avec des problèmes, etc. Donc c'est un autre délire. Peu Moi, j'ai un importe. troisième point quand même par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Il y a aussi le fait que tu es passionné. Si tu travailles dans un secteur où tu es Ouais, passionné, ce qui est assez rare, ça ça a rien à voir. fonctionne aussi. Si le mec, il a pas peur de toi et qu'il mec, il est passionné par ce qu'il fait, ça marche aussi. Moi, j'aimerais recentrer le débat, parce que du coup, là, on a vu un peu la vision que tu avais, etc. Donc, tu as fait tes premiers pas tu balbutiais l'entrepreneuriat quand tu étais ado. Il y a eu DBL. DBL, pour ceux qui ne savent pas, c'était un groupe un petit peu plus profond que de l'entrepreneuriat, qui était peut-être un peu aussi ethnique et expatriation. C'était un des pionniers, Jean-Marie Corda, à prôner le fait que, mais vraiment, vraiment, il a été visionnaire sur le fait que, en fait, on va pas s'en sortir. Il y a trop de taxes en Europe, les problèmes d'immigration, les problèmes de tout, etc. Plutôt que de chercher à élire quelqu'un, une chance sur 1 milliard, quoi. On va se casser à l'étranger et on va s'entraider. Donc, c'est dans ce cadre-là que moi, je t'avais aperçu. Je te connaissais pas, ce serait honnête de dire ça. Donc là, tu as fait tes premiers pas parce qu'il t'a donné ta chance et tu t'es chargé un peu de mettre en place la partie crypto, que tu as laissé tomber par la suite. Tu t'es lancé dans d'autres trucs. On en est à la partie où aujourd'hui, tu essaies de réaliser ta vision. Tu essaies d'être un bourgeois d'Internet et de créer de l'infrastructure avec des SAS. Alors, tu veux peut-être pas parler de quel est ton business actuel, parce que tu es peut-être sur une niche que tu veux pas qu'on dévoile, mais qu'est-ce que c'est tes insights sur le SAS? On a eu un invité récemment qui s'appelle Lionel, qui en a vendu un. Ok. Les gars, juste définissez ce que c'est SAS pour les gens qui connaissent pas. Exactement, on est là-dedans. Donc, qu'est-ce que c'est un SAS et qu'est-ce que c'est tes insights là-dessus? Software as a service, donc de la tech, des logiciels, des plateformes, tout ce qui est infrastructure du web en fait. Donc, par exemple, ChatGPT, Submagic, des Ouais. services assez simples, comme par exemple faire les sous-titres automatiquement sur une vidéo en ligne où tu payes un forfait, ça c'est un SAS. C'est quoi les défis auxquels tu as fait face et auxquels tu ne t'attendais peut-être pas en étant avant freelance, Ouais. en expérimentant? Moi, en fait, c'était un défi. L'erreur, c'était de vouloir faire un bon produit et de faire une bonne offre aux gens. Ça marche pas. Les gens prennent des mauvaises décisions. Et dès que tu leur proposes quelque chose de rationnel, tu as des SaaS en B2B qui vont vraiment les aider, etc., qui sont vraiment une bonne offre, où tu leur mets des garanties, tu as des services premium et tout, ça marche pas, quoi. Et on a bifurqué avec des offres extrêmement agressives, un produit qui est douteux, genre qui est fonctionnel, tu vois, il remplit son rôle, etc. Il y a pas, enfin, les gens ne sont pas déçus de ce qu'ils ont, mais l'utilité réelle est assez douteuse. Et là, ça a cartonné, quoi. On a vraiment perdu beaucoup, beaucoup de temps à être en discussion avec des affiliés, etc., qui devaient nous promote. Et en fait, avec des bonnes offres, des bons produits et tout, ça marche pas, quoi. Est-ce que tu es en train de dire que concrètement, il faut mettre le paquet sur le marketing et sur la vente plutôt que sur l'obsession d'avoir un produit le meilleur du marché? Ouais, clairement, clairement. Mais nous, en fait, le business, ouais, en fait, le truc, c'est que c'est dur d'en parler pour moi parce que mais j'en parle quand même, mais genre, notre edge, c'est le business model et c'est des anomalies de marché qu'on a trouvées. Tu vois. Et donc, c'est le truc sur lequel on veut se faire copier, c'est même pas tellement la niche, c'est les anomalies de marché qu'on a trouvées. Donc, tu as quand même, ça c'est intéressant, tu as trouvé et identifié des anomalies de marché. Ouais. Oui, c'est Donc, ça, il y a quand même un l'arbitrage. travail de recherche de trouver un truc qui va pas sur un marché. Alors, non, là, je vais prendre en humilité, on l'a trouvé par hasard, tu vois. Mais c'est en fait, c'est à force d'essayer que tu les trouves. Tu vois, tu te confrontes au marché et un jour ou l'autre, tu vois un truc qui sonne pas rond et c'est ce que tu creuses, quoi. Fuck around and find out. Ouais, exactement. Ça, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner aux gens. Hein. C'est Tu clair. peux identifier une niche de marché que tu penses qui est prometteuse tant que tu ne l'as pas expérimenté et que tu n'as pas mis le nez dedans. Ça ne fonctionne pas. Il faut mettre le nez dedans pour vraiment le comprendre, quoi. Clairement. Et juste, vous avez parlé de l'importance du marketing. Et en fait, moi, je vais ouvrir un peu la notion. L'importance, c'est pas tellement le marketing, c'est la distribution au sens large, puisque par exemple, nous notre SaaS, il n'a aucun marketing. On n'a aucune image de marque, on n'a pas de promotion sur les réseaux, aucun contenu concret, etc. Juste, on le distribue uniquement par des commerciaux, des prospecteurs, etc. Et donc, vraiment, on le fait à l'ancienne, en fait. À la mano, on va closer chacun des clients un par un. Tu vois. Donc, on a des très gros staffs qui s'occupent de ça. Et vu que notre LTV, elle est bonne, et que les gens y restent et qu'on fait de l'oseille,
En fait, on peut se le permettre. Donc, LTV pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. c'est la lifetime value, donc combien les gens dépensent dans leur vie sur ton C'est produit. des gros tickets, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, créer un SaaS il y a 5 ans, ça demandait des équipes de dev, des mois et des Ouais. mois de travail. Aujourd'hui, avec le Vibes Coding, les outils genre Claude, tu peux développer des applications qui sont ready to market sans connaître le code, sans être entouré d'une équipe de nerds. J'avais vu une interview d'une meuf sur YouTube là, qui a créé une app sur iPhone qui a eu 4 millions de téléchargements Ouais. et elle n'a jamais touché une ligne de code de sa vie. Donc en Ouais. fait, l'accès à ce type de produit était très très élevé financièrement il y a quelques années. Aujourd'hui, bon alors je ne vais pas vendre le rêve de tu peux créer une multinationale sans avoir aucun dev, hein, ça c'est sûr et certain. Mais le coût d'entrée est quasiment nul aujourd'hui, quoi. Alors, je me permets d'intervenir, et c'est pas éternel, ça. À chaque changement de paradigme, tu as des opportunités. Et le fait est qu'aujourd'hui, là, sur la partie SAS, par exemple, pour quelqu'un qui maîtrise ses niches, hein, ce que je vais dire, donc il y a plein de gens qui vont pas comprendre, mais N8N, ce qu'il a dit, GG, Claude, etc., tu peux créer des plateformes pour les gens très plug and play, hein, pour les gens qui n'ont pas envie de se faire chier, où tu cliques, ça fait ce que tu veux, et puis let's go, et tu payes un frais. Les gens sont habitués hein, depuis iPhone à payer des micro-frais, etc. Donc, c'est tout à fait possible. Il y a autre chose, une autre niche pour ceux qui s'y intéresseraient, pour mon propos, c'est les wrappers. Un wrapper, ça veut dire enrobage. Et en fait, tu vas concrètement aller utiliser des LLM, N8N, de l'automatisation avec des images, avec tout ce que tu veux, pour pouvoir wrapper l'IA. C'est juste un service que sait faire l'IA déjà, dans une application qui est facile d'accès, la distribution, le nerf de la guerre, hein, donc, ce dont tu parlais, par exemple iOS, Apple Store, c'est un super vecteur de distribution. Je connais quelques personnes qui se sont mis hyper bien, qui ont stacké comme des monstres, juste en faisant des wrappers de compteurs de calories, de comment tu fais les recettes, avec une simple photo, en faisant des requêtes à ChatGPT qui te l'enrobait bien, etc. J'en parlais ce midi avec un mec qui fait ça. J'ai mangé avec un mec qui faisait ça ce midi. C'est parce que j'ai compris ce que tu veux dire. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça dure pas éternellement. Par contre, il y a toujours des mecs qui sont pas prêts à faire l'extra mile d'aller demander à ChatGPT ces choses-là, de se faire un agent eux-mêmes et tout. Donc, il y a de la marge de manœuvre pour créer des wrappers et utiliser le potentiel de distribution des stores existants, par exemple. Ouais, mais c'est vrai que ça dure pas vraiment. Et tout à l'heure, il y a eu un petit message dans le chat sur lequel je veux rebondir parce que je pense qu'il a raison. J'imagine que c'est un dev, Alfonso Doro. Il dit, oulala, les non-initiés au code commencent à dire des balivernes. Ouais, en fait, effectivement, il y a pas mal de mecs qui ont fait beaucoup de thunes là sur des SaaS faits par IA, principalement des applications mobiles, je crois. Mais très sincèrement, nous, sans notre dev, on serait en enfer. C'est impossible, on n'aurait pas pu le faire sans IA. Il est en permanence sollicité, il taffe comme un monstre. Tu as besoin en plus d'un mec qui comprend la technique, que tu peux appeler à 3h du matin et qui va régler les problèmes. Bien sûr, mais lui doit utiliser par exemple des outils d'IA qui font que il y a quelques années, tu aurais peut-être nécessité 2-3 devs et aujourd'hui, tu en as juste besoin d'un, quoi. Probablement, j'en sais rien. Je sais pas comment il travaille exactement parce que moi, je suis un profane pour le dev. Mais je sais juste que oui, effectivement, il s'occupe du dev et qu'on a un autre salarié dev qui lui obéit, qui lui est soumis, Okay. qui l'aide dans ses tâches. Bien sûr, alors moi je veux pas vendre le rêve vous allez pouvoir créer un SaaS incroyable sans capacité de développement, mais c'est sûr que si c'est pour des petites applications et des trucs comme Expliquer Science, c'est accessible de nos jours à des gens comme toi et moi, quoi. Mais moi j'ai fait un. Alors j'ai envie de clôturer sur le sujet de l'IA wrapping, etc. Parce que ça n'intéresse pas tout le monde. Et on va passer sur un truc de plus intéressant, mais j'ai fait moi-même un premier essai d'application wrapper et alors l'application fonctionne, hein, mais je me suis confronté au problème des App Store et là c'est une autre paire de manches, c'est-à-dire que peut-être que tu vas avoir besoin de dev comme dit Lorenzo et peut-être qu'en fait ce que tu vas avoir besoin ça va être de legal advisor, de tout ce qui est bref, réglementation, etc., pour passer dans les App Store et te distribuer, justement, parce que c'est une galère aussi. Bref, passons à autre chose. Donc ça, c'est là où tu en es actuellement. Avant qu'on parle un peu d'Italie, d'entrepreneuriat et de fiscalité, de ce qu'a offrir l'Italie, Le Dolce Vita. la Dolce Vita, est-ce que ton plan,
parce que quand j'entends ça, moi, que tu rentres, est-ce que ton plan, ça a été de te mettre en Italie pour que ces business de SAS, tu anticipes un exit plus tard pour profiter d'une exemption d'impôt quelconque, ou alors pas du tout, c'est juste parce que t'aimes. Je suis pas renseigné sur les exits, comment ils fonctionnent exactement en Italie, mais D'accord. en fait, il y aurait un problème en amont si je me fiscalisais mes parts dans les SAS en Italie, puisque je suis obligé d'être payé en dividendes, et les dividendes, ils sont imposés à 30% en Italie, que je trouve malheureusement un petit peu trop élevé. Donc, obligé de prendre des parts avec ma boîte qui est à Hong Kong, et comme ça, je me fais pas fiscaliser en Italie du tout. Et après, à la revente, je pense que l'année où je voudrais revendre, enfin où on voudra revendre, parce que je suis pas tout seul sur la boîte, on est 7 associés, euh, bah, je me casserai probablement un an dans un pays que j'apprécie pas trop, mais pour faire un cash out. Je pense en fait même pas, parce que D'accord. je la sortirai jamais en perso, cet argent, je pense. Non, mais tu as répondu à ma question implicitement, c'est-à-dire que c'était pas un calcul par rapport à tes business, Non. c'était pour autre chose. Eh bien, rentrons dans le sujet. Dans le vif Attends, du sujet. je sais pas si. Ouais. Est-ce que tu es pressé par le temps? Faut qu'on finisse à 22h ou tu as le time? Moi, j'ai tout mon temps. Ok. Ah, t'as tout ton temps. Bon, on peut y aller plus mollo alors. Moi, j'aimerais bien que tu. Alors, moi, personnellement, je cautionne pas ce type de business. Je conseille pas aux gens de se lancer là-dedans parce qu'on rendra des comptes devant Dieu un jour. Et c'est un petit peu utiliser une vulnérabilité des humains. Mais j'aimerais bien quand même que tu prennes le temps de nous expliquer un petit peu ton parcours sur OnlyFans. Mhm. Parce que ça, c'est croustillant, c'est intéressant, quoi. J'ai l'impression que c'était un peu le business model qui était à la mode il y a 2-3 ans. Tu t'es retrouvé là-dedans comment, toi? Ouais, bah en fait, moi, j'ai eu je le vois pointer LGBT sur son t-shirt. Moi, j'ai eu des périodes où je me suis ruiné pas mal de fois, justement en lançant parfois des projets qui étaient trop ambitieux pour qui j'étais, notamment le processeur de paiement auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Et donc, ouais, il y a eu un moment où je me suis retrouvé. Putain, en plus, on avait voulu lancer un business crypto aussi. On s'est retrouvé avec des plaintes au cul. Enfin, c'est n'importe quoi. Je me suis retrouvé ruiné en fin 2022. Et je suis allé à un event networking. Chaque fois que je suis invité, j'y allais jamais, etc. C'était à Sofia en Bulgarie. Et il y a un mec que je connais qui m'a dit, il y a un autre mec que je connaissais qui avait lancé une agence OF et qui cherchait à recruter des chatters OnlyFans et qui donnait une affiliation sur les salaires des chatters. Je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas, tu vois. Donc je lui ai d'abord fourni de la RH, en fait, vu que j'avais déjà une petite communauté de gens qui me suivaient en ligne, qui voulaient faire du business, qui voulaient s'expatrier, qui voulaient avoir des revenus online, et qui, par ailleurs, avaient été formés au marketing, parfois au closing, etc. Donc c'était des gens qui étaient intelligents. Concrètement, toi, tu as trouvé des gens qui manageaient des meufs sur OnlyFans. Tu les as mis en connexion avec des soldats qui se faisaient passer pour les meufs et qui écrivaient à des darons de 50 balais en se faisant passer pour des bonasses de 19 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça l'idée. J'ai rencontré un mec en Colombie qui faisait ça. Il était payé 30 centimes par message. Il avait plein de chats. Et il parlait à des vieux sur Je vous interromps. des plateformes où les gens étaient payés par message. C'est-à-dire que les mecs payaient 1 euro pour envoyer un message à des meufs. Et je eux, vous réponds. Ils payaient 30 centimes. Je vous réponds parce que je suis inculte à ça. Alors, ça m'est passé par la tête, mais je n'ai pas du tout regardé. Je pensais que Manager OnlyFans incluait aussi le fait de se distribuer sur d'autres plateformes telles que Instagram, TikTok, etc. pour rediriger vers la plateforme payante. Et après, il y a aussi le management des chatters, etc. D'ailleurs, voilà, Banger, pour ceux qui ne le savaient pas, quand tu chattes avec une gonzesse sur Insta, dont c'est le métier, bah, tu parles certainement avec un mec avec une barbe, tu vois. Exactement, avec des doigts boudinés. Ouais, mais en fait, c'est justement, ça s'est fait étape par étape. Puis de base, on m'a juste demandé de ramener des chatters. C'était aisé pour moi, du coup, je l'ai fait directement. Bien sûr. Que l'agence en question m'a scammé et a scammé les chatters aussi. Donc, j'ai pas touché une thune là-dessus. Et en fait, moi, le setup dans lequel j'étais sur le moment, c'est que j'ai vraiment genre 1500 balles sur mon compte. Et du coup, j'ai pris un billet d'avion pour Naples, un Airbnb pour un mois. J'avais pas de quoi acheter de la bouffe sur place. Je suis arrivé, je me suis fait chaud. Et genre, je me suis dit, je sors pas de mon Airbnb tant que je fais pas de l'oseille, tu vois. Et donc, je me suis dit, vas-y, comment est-ce que je peux faire des sous rapidement et tout. J'avais vu que mes chatters, même s'ils sont fait scam, avant de se faire scam, ils ont quand même bossé. Et quand ils bossaient, ils généraient beaucoup d'argent sur les comptes.
Je me suis dit, vas-y, je vais lancer mon agence web, tu vois. Et du coup, j'ai lancé mon agence, j'ai recruté des modèles, etc. Je le fais en un petit peu court parce que c'est quand même une grande épopée. Mais, Alors, pour recruter les modèles, ça se passe comment? en fait, du coup, je développe du coup. Vas-y, t'inquiète. Ah, t'es croustillant, moi ça m'intéresse à fond. C'est incroyable parce qu'il y a de l'humain, parce que manager des meufs, mec, Ah oui. surtout des donates qui ont des Alors, bons boules et des followers sur Insta, c'est je- le pire truc à faire, quoi. Enfin, juste c'est- la, c'est le par- plus la, difficile, quoi. la parenthèse pour laquelle ça m'avait intéressé et que j'ai pas sauté le pas, c'est que il y a eu un temps que les moins de 20 ans, non, je rigole, mais il y a 10 ans, il y a 10 ans en arrière, j'avais découvert un business qui peut s'en rapprocher. Tu me diras, Lorenzo, c'est que je travaillais pas loin d'un hôtel et il y avait beaucoup d'escortes. Et je m'étais rapidement aperçu, demande de marché, les gars, identification de la demande de marché, que les meufs étaient complètement connes, savaient pas se faire des profils, booker des photographes, etc. Et en fait, t'es pas du tout proxénète, mais tu peux les aider à optimiser leur présence en ligne et à booker leur agenda et facturer Ouais, voilà. ça ressemble quand même à du coup, pour le coup, parce qu'à la fin, il y a quand même une rencontre IRL. Mais bon, si c'était dans un pays où c'est autorisé, etc. Non, c'est la prestation, c'est l'accompagnement au resto. Ok. C'est ce que je te dis. Tout va bien alors. Elle était payée en rose, c'est ça? C'est exactement. T'étais dedans toi aussi, non? J'ai eu des échos, ouais. J'ai eu des échos. Ok. Et en gros, moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, pour aller très vite, je vais refaire une agence de chatting. En fait, vu que j'avais juste formé mon chatter, je vais remonter une team de chatters. J'ai repris les mêmes en fait du début, parce qu'ils savaient que c'était pas moi qui allais scam, etc. J'en ai recruté des nouveaux. Je suis allé à l'époque dans tous les groupes Telegram, OFM, etc. J'ai une agence de chatting. J'ai montré les screenshots que j'avais gardés évidemment des performances qu'on avait fait sur les modèles de l'agence précédente. Et du coup, je me suis appuyé là-dessus pour décrocher des contrats. Je margeais extrêmement peu. Enfin, je margeais à 0,5% par vente, un truc comme ça. C'était ridicule, tu vois. Mais rapidement, en fait, j'ai fait du gros volume. Ce qui s'est passé, c'est que je suis allé voir tous les mecs qui avaient des agences, les grosses agences de Dubaï et tout. Et le discours que je leur tenais, c'était toujours ah, mec, j'ai une RH quasi illimitée de chatteurs qui sont français, qui sont smart, qui sont intelligents, qui sont compétents, qui sont formés au marketing, au closing, etc. Et c'était une époque où les chatteurs OnlyFans étaient souvent des malgaches qui n'avaient pas toutes ces compétences-là, tu vois. Et donc, je m'étais brandé un peu comme un service premium, tu vois. Donc rapidement, j'ai eu beaucoup de contrats. Genre, j'ai eu une trentaine de modèles, un truc comme ça en gestion. J'avais pas du tout les RH pour suivre sur 30 comptes, tu vois, parce que ça doit tourner H24, donc il faut tout le temps il faut pas mal de personnes pour gérer un seul compte, tu vois. Puis parfois, il faut plusieurs personnes qui chattent en même temps, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'abonnés. Et du coup, j'avais fait une formation chatting que j'avais vendue chez Corda. Et moi, de base, je voulais rien prendre d'ailleurs sur la vente. Je voulais juste en fait que ça me ramène des salariés, quoi. Enfin, pas des salariés, parce qu'ils avaient un contrat de travail, mais je veux dire des freelances, quoi. Et au final, Corda m'a filé un petit pourcentage. Et on a recruté genre une centaine de chatteurs, un truc comme ça, avec Corda, qu'on a foutu sur mon agence. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai utilisé les case studies, donc à nouveau les exemples des performances qu'on avait eues sur ces comptes-là, pour après aller voir moi-même des influenceuses et les closer sur mon agence. Donc j'ai fait un peu de prospection sur Instagram. C'est pas comme ça que j'ai eu le gros de mes résultats. C'était aussi en tissant des relations avec des agences qui étaient plus grosses que moi et qui pouvaient plus gérer toutes les meufs qu'ils avaient. Et du coup, j'ai acheté des contrats à d'autres agences. Et Je t'interromps mes questions là, tu vois. On est à l'ère de l'IA, on a des LLM, on a des bots chat à qui on peut donner une personnalité, un contexte étendu, voire à qui on peut donner tous les historiques des chats précédents pour qu'il y ait des réponses cohérentes. Est-ce que le business model des chatteurs OnlyFans n'est pas en voie de disparition avec l'IA? Alors, nous, ça peut paraître un peu ridicule de dire ça, mais genre, on était vraiment des énormes puristes de la vente, tu vois. On était des nazis, en fait, sur le chatting. Genre, je pense qu'on avait la meilleure agence de France et de très, très loin, en fait. La LTV de nos modèles était monstrueuse. Enfin, j'ai jamais rencontré une autre agence qui avait les mêmes performances que nous, tu vois. Et j'ai jamais vu une IA, parce qu'évidemment, on m'a proposé plein de services comme ça, qui était capable de répliquer un truc similaire à ce que faisaient nos chatteurs, tu vois. Au début, on commençait du coup sur le marché français, et comme je disais, avec les gens qui me suivaient, qui sont quand même des gens assez éveillés. Et en fait, après, on avait passé sur le marché américain. Et là, du coup, on pouvait recruter plus facilement parce qu'on peut recruter dans les pays un peu du tiers-monde, etc. Et là, ce qu'on faisait, mec, c'est qu'on recrutait des chatters avec test de QI et de QE à l'entrée, donc quotient intellectuel et quotient émotionnel. Et en fait, nos chatters, c'était des Indiens qui avaient genre 130 de QI et qui étaient ultra énervex, quoi. Donc, on n'a pas trouvé d'IA qui était capable de remplacer la finesse de vraiment comprendre et de vraiment s'adapter à chaque personne individuellement, etc.
Si jamais tu veux retenter l'aventure et que tu cherches un SAS, contacte-moi après l'émission. Non, je rigole. Mais non, je suis plus du tout Il y a là-dedans. beaucoup de gens dans le chat qui demandent si le t-shirt LGBT que porte Science est dispo à la vente. Latina, Guns, Bitcoin et Tax Evasion. Ouais, j'ai un stock à la maison. Donc, j'ai pas de site de vente en ligne, mais si vous me contactez sur Telegram, envoyez une DM sur le compte du Bunker sur X ou sur Instagram, je vous ferai un colis. Vous pourrez me payer en Bitcoin et le recevoir de manière Non, mais sur un box. le site en ligne peut se faire très rapidement, GG. En tout cas, si la demande est présente. Pour l'histoire, c'est un petit t-shirt qu'on avait fait pour une conférence qui a hyper bien marché. Les Américains en veulent. Je crois qu'il y en a vendu de partout, GG, en Europe, peut-être même aux États-Unis. Ouais, j'en ai vendu aux States, ouais. Donc, si jamais ça vous intéresse vraiment, dites-le dans les commentaires, dites-le dans le chat et je mettrai une page de vente en ligne. Mais ouais, du coup, après, j'avais mon agence où là, on s'occupait aussi du marketing pour les meufs et tout ça. Et j'ai tissé des bons liens, en fait, avec les filles avec qui je travaillais. On voyageait ensemble. Là, encore, à l'heure actuelle, ma meilleure amie, c'est une fille qui était modèle sur mon agence. Tu vois. Donc là, elle va passer à la fin du mois à Palerme, elle va passer une semaine chez moi. Je passe souvent chez elle. Genre, on voyage ensemble et tout. Enfin, on est super proches. Et ouais, j'ai tissé des bonnes relations, en fait, avec mes modèles de l'époque. Puis ça m'a mis un pied dans le monde de l'influence. Rencontrer après même des influenceuses qui sont pas du tout des modèles OF et tout. Ouais, c'était une aventure. Qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté ce business-là? C'était censé être passager. Déjà, bon, je suis un peu préoccupé par la morale du truc. Même si, évidemment, si j'avais vraiment pas d'alternative, j'aurais continué. Mais c'était supposé être passager. Puis j'étais déjà focus dans l'idée de prendre des parts de ça, c'est les aider à se développer. Donc je faisais les deux à la fois. Dans tout ce contexte-là, après, voilà, t'es passé à autre chose. Moi, j'ai envie de parler d'un truc. On va refaire un peu ton parcours parce que moi, de ce que je sais de toi, en tout cas, et c'est peut-être pas la réalité complète, c'est que je sais que tu étais en Bulgarie, fut un temps. Est-ce que tu veux nous parler un peu des différents pays que tu as visités? Si tu veux les mettre en parallèle avec tes situations, tu viens de dire que tu étais à Sofia, que tu t'es cassé direction l'Italie avec quelques euros en poche, histoire de te relever, etc. Mais est-ce que tu as eu un parcours qui t'a permis de voir différents pays, différentes expériences et évaluer toi ce que tu aimais? Ouais, effectivement, j'ai fait beaucoup de villes en Europe. En fait, je me suis pas vraiment plu en Bulgarie. Et j'ai essayé juste après le Monténégro, puis j'ai essayé Dubaï. Ça n'a pas forcément matché, quoi. Et j'ai un peu speedrun le fait de visiter pas mal de villes en Europe. Et effectivement, en fait, je suis arrivé à Palerme un peu par hasard. J'avais un pote qui avait prévu de faire des vacances là-bas. Et il m'a proposé qu'on se rejoigne. Je lui ai dit, vas-y, let's go. Et en fait, arrivé à Palerme, j'ai senti vraiment une vibe qui m'a fait du bien. Une ambiance bon enfant dans Palerme. Les gens font la fête en extérieur, c'est doux, etc. Et ouais, j'ai senti une vibe intéressante. J'ai creusé un peu le sujet. Et puis, je me suis installé à Palerme longtemps après, mais j'ai passé une bonne partie de mes années à Palerme. Et puis, j'ai bougé en Italie aussi, entre-temps. Enfin. Mais du coup, avant ça, tu étais à Sofia. Quelle était l'ambiance là-bas? Pourquoi? Est-ce que ça te convient plus Palerme maintenant que ce que c'était Sofia? Est-ce que tu as fait d'autres villes ou hubs voilà, connus des entrepreneurs digitaux comme Dubaï, etc. Ouais, la Bulgarie, moi, j'avais un biais qui était que on avait fait la promotion de la Bulgarie avec Alex Bram, je sais pas si tu vois qui c'est, et Massiva, un de mes meilleurs potes. Et la vidéo avait bien marché sur la chaîne d'Alex. Je crois qu'elle avait fait un truc genre 40 000 vues. Et Corda l'avait republié sur la sienne et ça avait fait pareil 50, 60 000 vues, un truc comme ça. Et en fait, on s'est retrouvé avec 300 mecs qui sont expats en Bulgarie, qui ont fait leur valise et qui sont arrivés à Sofia, quoi. Et en fait, le problème, c'est qu'on on a attiré à nous tous les mecs qui avaient plus rien à perdre en France, tu vois. Donc, on a attiré de la RH un peu douteuse, quoi. Des mecs qui vraiment cliniquement étaient fous. Et donc, c'était assez pesant au quotidien, au bureau, etc., de croiser des gens qui doivent être en asile, tu vois, tout simplement. Et donc ça a un peu pesé sur le moral. Et puis bon, les Bulgares, j'ai pas grand-chose à leur dire, tu vois. Je suis pas un grand fan de leur culture. Sofia, c'est mignon, mais tu fais vite le tour. J'ai pas envie, mec, j'ai pas envie que mes gosses soient bulgares, tu vois. Ouais, mais c'est aussi un point qui est très important, je pense, pour nos abonnés en général. C'est-à-dire que parfois, tu prends des décisions parce que économiquement ou voilà, ton réseau, etc., fait que ça te pousse à un endroit et c'est pas nécessairement celui auquel tu as envie de te poser. Parce que ce que les gens comprennent pas, il y a beaucoup de gens qui vont cracher sur les expatriés, etc., et qui voient pas non plus l'envers du décor. C'est-à-dire que
souvent, tu fais plusieurs endroits avant de comprendre avant de comprendre une place qui te convient. Et ça dépend aussi de à quel stade t'en es dans ta vie. Bah, je crois que t'es célibataire, c'est ça, Lorenzo? Ouais. Ouais. Je veux dire, tu prends pas les mêmes décisions dans la vie quand t'es célibataire, quand t'as une famille. Enfin, moi, tu vois, personnellement, que je sois célibataire ou que j'ai une famille à nourrir, je me serais jamais posé à Sofia. C'est une question culturelle, une question est-ce que tu matches avec l'ambiance, etc. Et toi, là, t'as fait Dubaï aussi, c'est ça, hein? Et tu t'es pas senti à ton aise là-bas? En fait, c'est plus global que ça. Genre, là, je vois dans le chat quelqu'un qui se dit il faut aller où en Italie, le nord, le sud, Rome, Sicile, et pourquoi? Et en fait, pareil, moi, à l'époque, je suis allé en Bulgarie parce que, grosso modo, il y avait Corda qui poussait à l'expat dans Ouais, les ouais. pays de l'Est, tu vois. Donc là, tu vois, on me demande mon conseil, pareil, où est-ce que je dois vous envoyer? Et vous allez atterrir là-bas, vous savez pas pourquoi. En fait, tu vois, il y a un peu ce truc-là où le capitalisme, il produit des choses merveilleuses. Il produit aussi des choses abjectes, et parmi les choses abjectes qu'il produit, il a tendance à créer des désirs dans le cerveau des gens, tu vois. Et en fait, les gens oublient leurs désirs profonds. Euh, Typiquement, on est tous passés par 25 ans où on a maté des séries, des films, tout se passe aux USA, on a bouffé la propagande hollywoodienne, l'industrie de la musique, les clips vidéo qu'on a vus, les gens qui ont flexé sur Internet aux USA, etc. On a décidé qu'un peu l'abondance, tu vois, c'est New York, la grande ville, c'est là où il y a les plus belles femmes, c'est là où tu vas pouvoir dater, avoir une vie intéressante. La Californie, Ouais, la Californie, tu vois. et les manteaux à fourrure. C'est ça. Nous, En fait, ça fait, qui ayons la trentaine, on a grandi avec ça, hein, avec le cinéma américain. C'est ça. exactement. Moi, le premier pays où je suis parti, c'est les États-Unis. Ça me faisait bander. Hein. Voilà, c'est l'Empire qui a fait sa propagande, tu vois. Et en fait, il y a cette idée que du coup, les gens qui s'expatent, souvent, ils vont obéir à des désirs qu'on leur a foutus dans la tête et pas forcément à leurs désirs profonds à eux. Donc, tu vois, pourquoi est-ce qu'ils vont à Dubaï? Pourquoi est-ce que je suis allé à Dubaï? Parce que, mec, ça correspond à cette idée de l'Empire, tu vois. C'est Coruscant dans Star Wars. C'est la grande ville avec les grands immeubles, etc. T'as l'impression que c'est stylé et tout. Alors qu'en fait, ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens d'aller à Dubaï, tu vois. Mec, putain. Tu me demandes en fait d'imaginer, genre là, je fais un petit travail d'introspection et je m'imagine la ville parfaite selon moi, tu vois. Pas forcément celle qui existe, celle qui répondrait à mes critères les plus ambitieux, tu vois. Là, je m'imagine une ville de taille à peu près moyenne, genre je sais pas, 50, 70 000 habitants, qui serait probablement sur la côte amalfitaine en Italie, avec une nature luxuriante, des orangers, des citronniers, etc. Une population à 80 ou 90% féminine, de meufs qui ont des gros seins, qui ont en moyenne 20 piges, et qui sont douces et qui sont plutôt traditionnelles, qui vont à l'église le dimanche, etc. J'imagine une ville comme ça, elle, elle passe leur temps à cuisiner quand je marche dans les rues, ça sent bon. Et tout. Là, tu vois, je me projette, tu vois. Mec, tu prends Dubaï, c'est l'inverse, en fait, fondamentalement. C'est une ville qui est dans le désert, donc c'est complètement aride. Tu as 70% d'hommes dans la ville, tu as 30 000 prostituées, ça comprend pas les gold diggers, etc. C'est une terre islamique, tu es coincé entre l'Irak, l'Afghanistan et je sais pas quoi. En fait, c'est quoi les probabilités, quand tu réfléchis vraiment, que là, il y ait autant de Français qui ont vraiment le désir profond d'aller à Dubaï, tu vois. Et c'est complètement pipé, tu vois. Les mecs qui vont là-bas, pourquoi, tu vois. Et ça pèse sur le moral, ils vont exploser à un moment, tu vois. C'est pas possible. Donc, tu vois, tous les youtubeurs qui ont fait la promotion de Dubaï parce que c'est Coruscant et ça correspond à l'idée de l'Empire, tu vois. Ça commence à s'estomper un petit peu. On est passé à la Thaïlande, tu vois. La Thaïlande, avec pareil, cette fois-ci, tu peux jouir de l'Empire pour encore moins cher, tu vois. Il y a des buildings à Bangkok, tu auras ta piscine, tu auras ta petite vue un peu panoramique, etc., tu vois. Et tu vas pouvoir profiter de l'Empire une fois de plus, tu vois. Et donc, les mecs obéissent à des désirs qui sont pas les leurs et ils vont à Bangkok, tu vois. Puis après, on t'a fait la promotion de la Malaisie, tu vois. Pareil, tu peux y aller pour encore moins cher. Et tu auras ton building, tu auras tout ce qui va bien, tu auras ta bouffe livrée chez toi par un esclave. Tout va très bien, tu vois. Mais personne n'a envie de ça, tu vois. Enfin, personne, évidemment qu'il y a des gens qui en ont envie, mais c'est pas la majorité des gens, tu vois. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui ratent leur expat, c'est parce que ils obéissent aux désirs qu'on leur a posés. Et je termine juste Non, mais c'est excellent, continue. Je termine mon déroulement là-dessus. En fait, le problème, c'est que le capitalisme, il a besoin qu'il y ait une uniformité des désirs pour pouvoir faire des ventes, tu vois, pour pouvoir faire du profit. Donc, ouais, les youtubeurs qui parlent d'expat, ils te vendent un pays en te disant que ça va résoudre tous tes problèmes. Et en fait, toi, tu te pointes là-bas, puis après, tu achètes leur service d'expatriation, etc. On le voit même, pareil, on commence à parler d'Andorre, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on commence à parler d'Andorre? Parce qu'en fait, tu as eu Papacito qui, pendant 5 ans, se pointe sur YouTube et dit « Putain, la lourde campagne française, quoi. Allez dater les filles de vos villages, allez voir celles qui vont à l'église, tu vois. » Alors que dans le village, il n'y a pas de meufs, tu vois. Donc, tout ça, c'est de l'illusion, tu vois. Des images mentales. Ouais, des images d'Épinal, tu vois. Mettez-vous à la boxe, putain, confrontez-vous à la violence et tout, tu vois. Ok, donc tu bouffes ça pendant quasiment 10 ans sur YouTube, tu vois. Derrière, t'as Valek qui se pointe et qui dit « Les gars, j'ai la solution pour vous, tu vois. Achetez une formation, je sais pas comment il la vend, pour devenir monteur vidéo, expatriez-vous en Andorre, bagarrez-vous avec vos copains,
Et là, en fait, tous tes problèmes, ils vont se résoudre. Tu vois, achète ton produit. Donc, tu as le désir qui est implanté dans le cerveau des gens, alors que c'est pas leur désir profond. T'as un jeune homme de 20 ans, qu'est-ce que tu vas foutre en Andorre au milieu de la campagne où il n'y a pas une meuf, où il n'y a pas une activité à faire. Andorre, c'est pas un bon plan si t'es un Attention, jeune. C'est pas un bon attention. plan. Non, on va pas se mentir. On a fait un live d'ailleurs qu'on a supprimé en Andorre. C'est pas le bon plan si t'es un jeune loup célibataire, faut pas se mentir. Mais bien sûr. Et en fait, de cette histoire-là, qui est-ce qui en profite? T'as Papacito qui peut vivre de YouTube et t'as Valek qui roule en Lamborghini, tu vois. Mais le campin moyen qui va s'exploiter là-bas, il va avoir une vie de merde. En fait, alors, il pourra rebondir à un moment, mais en gros, ouais, Dubaï, je m'en suis cassé parce que j'étais matrixé par Palpatine, par Papacito et par Klaus Schwab. Et je suis allé en Italie qui correspond un peu plus à mes désirs. Mais là, tu vois, je mets un peu des pincettes. Les gens qui m'écoutent et qui vont s'expatrier, moi, je peux vous vanter l'Italie et je peux vous en dire beaucoup de bien. Mais c'est pas pour autant que ça va vous correspondre et qu'il faut que vous m'écoutiez et que vous écoutiez même la ville que je vais vous dire en Italie, tout ça, ça n'a pas de sens, quoi. Quoi répondre? Parce que tu as eu un rant qui était criant de vérité. Criant de vérité du début à la fin. Il y a eu plein de commentaires qui étaient excellents. Je suis d'accord avec beaucoup d'entre eux. Notamment, il y a quelqu'un qui il dit trop de vérité à la seconde. C'est dur de sûr. Mais tu sais, alors, moi, je suis parti assez tôt et je fais beaucoup de pays. Et il faut savoir que c'est ma petite plus-value à ce que tu dis, peu importe ce qu'elle vaut, mais mes désirs ont évolué avec le temps et avec les stades de la vie. Dans le sens où fut un temps, j'étais célibataire et aller en Grèce, claquer 7000 € pour une semaine et puis après aller en Amérique du Sud et faire des trucs avec des bateaux. C'était cool, hein. Et ça va un certain temps. C'est clair que ça fait rêver parce que moi aussi j'ai grandi avec la West Coast et les manteaux en fourrure. Mais en fait, après, tu t'aperçois que t'es pas forcément heureux. Ça dépend du stade où t'en es, tout simplement. Et après, je me suis marié, j'ai eu des enfants. Et en fait, mes désirs ne sont plus du tout pareils. Donc, quand tu parles d'Andorre pour des jeunes loups, des jeunes célibataires, je te suis totalement. Tu es un célibataire, tu vas t'enfermer en Andorre. Mais c'est ça la cible, justement, des personnes dont je parle, tu vois. Donc, c'est pour ça ouais, mais c'est un délire. C'est pas du tout le bon produit pour la cible. Clairement. Cependant, là, on avait reçu un mec qui s'appelle Louis, que je salue d'ailleurs, qui fait de l'expatriation au Paraguay, en toute honnêteté et en toute transparence avec ce que c'est le Paraguay. Tu vas te faire chier si tu es un jeune loup célibataire et tu vas au Paraguay. C'est clair. Tu vas au Paraguay faire une résidence fiscale si tu as besoin pour tes trucs et tout ça, mais tu peux t'installer là-bas que si tu as un projet long terme qui est de construire et entrepreneurial un peu casse-cou. Tu vois. Et la plupart des gens, en fait, qui suivent ces influenceurs et qui leur vouent un culte, c'est ils recherchent ça, ils recherchent le gourou. Et en fait, les influenceurs et les contenus YouTube que tu consumes, c'est comme les journaux. Si tu lis un journal, tu vas avoir une vision totalement biaisée. Si tu veux avoir un bon avis, il faut que tu lises toutes les sources de nouvelles possibles et inimaginables et que tu te crées ta vérité à toi. Si Attends, laisse-moi finir. Si tu écoutes juste un seul YouTuber, que tu lui voues un culte et que tu répliques exactement ce qu'il te dit de faire, t'es mort. Il faut que tu écoutes une myriade d'influenceurs, que tu prennes ce qu'il y a de bon chez chacun et que tu appliques ton gameplay selon ce que toi tu veux faire, ce que tu es et ce que tu identifies. Mais tu peux pas suivre ce que te dit un mec à la lettre, sinon tu vas à l'échec forcément. Alors, je vois une question qui va dans ton sens, GG, et qui dit comment savoir ce qu'on veut. Alors, je donne juste une petite insight et après je te laisse parler parce que je pense que tu as aussi de l'expérience là-dessus. La première chose à faire, c'est ce qu'a dit Lorenzo plus tôt, fuck around and find out. Oui. En anglais, ça veut dire casse-toi déjà et bouge un peu et vois ce qui se passe. Parce que le jour où tu vas te casser, tu vas être obligé de faire du fric déjà. Parce que tu peux pas te retrouver sans rien. Et puis tu vas peut-être t'apercevoir que l'endroit où t'es, on t'a vendu la Colombie parce que les passeports bro, parce qu'il y a des gonzesses, machin, etc. Tu vas peut-être t'apercevoir que c'est trop superficiel pour toi, tu vas aller tester autre chose, etc. Et quand t'as un peu bourlingué, enfin, moi je suis désolé, j'estime avoir assez bourlingué pour te dire que je peux aller 4 mois par an dans un endroit un peu, on va dire, olé olé, mais le reste du temps, j'ai besoin d'être dans une campagne où je suis avec ma femme et mes enfants et être tranquille. Et je comprends tout à fait qu'il y a des mecs un peu jeunes qui sont encore un peu, toi t'as 25 balais mec, qui sont encore un peu dans la conquête et dans se faire plaisir tout simplement. Déjà toi t'es posé à la campagne, mais voilà, que des mecs comme toi par exemple se décident d'aller dans des hubs à la Dubaï, à la Medellin pour aller cramer du cash flow
et rencontrer de la gonzesse, ça me choque pas. Passer À un Dubaï, tu certain vas âge. pas rencontrer des gonzesses. Il y a 70% de mecs, mec, à Dubaï. Et les mecs qui sont présents, ils sont friqués en plus, donc t'es en compétition. Ouais, c'est Les ça. Et gonzesses, je pense que l'avantage de Dubaï, moi, de ce que j'en vois, c'est le networking. C'est clairement, Ouais. c'est que tu vas être entouré de gens qui font de l'oseille en ligne et qui, d'après moi, hein, sinon, il n'y a aucun avantage à être à Dubaï. C'est hyper cher, il n'y a pas de Mais- nature, tu es hors sol. Même le networking, mec, tu vois, c'est. Dubaï, c'est quoi les entrepreneurs qu'il y a là-bas? C'est des dropshippers qui en plus sont que de passage. Les mecs qui sont à Dubaï, ils y restent 6 mois, puis ils sont ruinés, puis ils rentrent chez eux. Donc, c'est pas des entrepreneurs, c'est des futures personnes qui seront en échec, tu vois. Ils sont dans une parenthèse de leur vie où ils claquent du pognon, mais la plupart, ils restent même pas, tu vois. T'as des espèces de dropshippers, des vendeurs de formations douteuses et des DJ, tu vois. C'est pas non plus l'endroit où tu croises les personnes les plus intéressantes. Il faut revenir aux fondamentaux. Les endroits où t'as le meilleur networking, ça reste Paris, Londres, New York, Los Angeles, Hong Kong et Dubaï en comparaison, ça pèse pas le poids, quoi. Alors, les gars, dites-nous dans les commentaires de la vidéo si vous souhaitez qu'on reçoive quelqu'un qui est sur Dubaï pour qu'il donne son avis. Bah, on Mais, devait recevoir Oussama Hamar, mais il nous a mis une quenelle à 1h30 avant le live. Quenelle épaulée. Ah ouais Ouais, c'est et vrai. du coup, on a fait le live en Malaisie, donc ceux qui s'intéressent à la Malaisie. Mais j'aimerais bien que tu répondes à la question qui a été posée par Alex Tube de comment réussir à trouver quelle Ouais. est ta vocation. Tu as des petits tricks, toi, pour les gens qui nous Bah, écoutent? En fait, il y a un premier problème, c'est que tu sais même pas ce qui est disponible. Quand tu sais pas c'est quoi l'offre, tu peux pas choisir en âme et conscience. Donc le premier truc, c'est il faut que tu aies un maximum de points de contact avec la matrice, quoi. Il faut que tu ailles partout et que tu vois ce qui s'y passe. Et moi, je te dis, j'ai resté 4 jours dans chaque ville et j'ai fait genre 300 villes en 3 ans. Et Incroyable. ça donne un peu, ouais, ça donne un peu de perspective, tu vois. Le deuxième truc, c'est ouais, bah, un peu de travail d'introspection. Tu vois, il y a un moment, il faut être un peu conscient de soi. Donc, qu'est-ce que j'aime, même des trucs à la con, tu vois. Je veux dire, moi, j'aime bien les filles un peu intello, tu vois. J'aime bien les filles qui ont un peu de culture, etc. Tu vois. À Dubaï. Du type de manager OnlyFans. Ouais, bah mec, en vrai, il y a des filles qui sont intéressantes dans le management EF, mais bon, évidemment, c'est pas la majorité. Mais ouais, j'aime bien, tu vois, des filles un peu smart qui ont probablement fait des études et tout ça, tu vois. Bon, bah, il y a la question de où est-ce que ces filles-là, elles vont, où est-ce que ces filles-là, je vais leur plaire. Parce que, par exemple, une fois, si je vivais à Monaco, peut-être que je me ferais dégommer par les mecs qui sont à la concurrence, tu vois. Donc, tu vois, j'ai des critères un peu comme ça techniques. J'ai qu'est-ce que je veux, comment est-ce que je peux le concilier avec la matrice. Et surtout, ce qui est pas mal, c'est de pas attendre, en fait, d'une seule ville qui règle tous tes problèmes. Parce que si tu regardes le globe et que tu cherches la ville dans laquelle tu seras en sécurité, il n'y a pas beaucoup d'impôts, tu te sens bien, les meufs, elles sont belles, tu manges Non, t'es bien, obligé, il t'es fait obligé de bon. faire des concessions. T'es obligé de faire des concessions à un endroit. Soit tu fais des concessions, soit en fait tu divises ta vie entre plusieurs villes. Par exemple, moi, mes boîtes sont à Hong Kong, donc ma fiscalité est hongkongaise. Je vis en Italie, donc j'ai un peu la Dolce Vita, mais je vais souvent sur Paris parce que j'ai un bon cercle ici et parce que, comme tu l'as vu, avant qu'on démarre le live, il y a des rencontres féminines, etc. Je divise ma vie comme ça entre plusieurs villes et je m'y retrouve assez bien. Tu vois. Une ville où je suis sociable, une ville où je travaille, une ville où je profite. Faut pas le mettre en un seul endroit. Tu aides tes risques, mais globalement, moi, ce que je pourrais dire au mec qui a posé cette question-là, c'est déjà, si tu es conscient de ce que tu ne veux pas faire, c'est très bien. Il faut que tu faut que tu expériences le concret. Il faut que tu fermes des portes, en fait. Déjà, sache ce que tu veux pas faire et ferme un maximum de portes et mets-toi dans le concret, lance-toi dans un projet. Et même si ce projet n'est pas ce que tu voulais faire, ça va t'ouvrir des portes pour bifurquer, aller sur autre chose. Tu sais comment on appelle ça, GG? On appelle ça la théorie du camembert. Et je fais un petit big up à un mec que je suis depuis longtemps qui s'appelle Stéphane Edouard. Sûrement tu dois connaître Lorenzo. Ouais. Lorenzo, Stéphane Edouard, il a fait la théorie du camembert. Lui, c'était pour les femmes. Il disait qu'à la base, les femmes, elles aiment tout le monde. Et puis petit à petit, elles testent. Et en fait, tu retires des parts du camembert. À la fin, tu sais ce que tu veux. Donc là, pour faire le parallèle avec l'expatriation, je pense, tu vois, GG et moi, c'est le hasard des choses. Mais ah non, lui, il est parti à Chicago en premier. Mais on a tous les deux fait Londres, etc. On a vu à quoi ça ressemblait Londres, machin. On a bougé. On est allé tous les deux en Amérique latine. Il a peut-être fait des pays que j'ai pas fait. J'en ai fait qu'il a pas fait. Mais ça te donne. J'ai pas dit qu'on vivait la meilleure vie du monde. Il y a eu des moments de galère, etc. Mais quand tu as fait plusieurs endroits, ça te donne une petite idée au moins de ce que tu veux, ce que tu aimes. Et il n'y a pas que les conditions fiscales, il n'y a pas que les femmes, il n'y a pas que la bouffe. J'ai fait un mème cet après-midi pour me moquer des gens qui disent j'aimerais même m'expatrier, mais j'aime trop le fromage, tu vois.
Malheureusement, le fromage l'a empêché d'échapper aux 80% d'impôts. Mais mec, c'est un vrai sujet parce que, tu sais, je suis revenu en France là avec ma femme. Ouais. C'est elle qui m'a fait bouffer du fromage parce qu'elle en avait pas dans son pays. J'en bouffais pas avant. Mhm. Et là, depuis que je suis revenu ici, que je m'apprête à repartir, je me dis putain, merde, c'est vrai que ça a manqué le fromagedu, tu vois. Mais bon, en tant que bon entrepreneur, Moi, j'ai habité à Buenos Aires, mec. À 2 pas de chez moi, j'avais une espèce de magasin traditionnel avec du frometon local et de la charcuterie locale, et ça n'avait rien j'arrivais pas à qu'on parle de envier ça. à des produits que tu peux trouver dans des épiceries fines à Paris. Bah, en tout cas, Ouais, doucement quand Ah même. non, non, Ouais, vraiment. doucement. En fait, il faut comprendre que l'Argentine, c'est de l'immigration italienne, française et espagnole et allemande pendant tout le XXe siècle. Donc, en fait, ils ont ramené ce savoir-faire-là en Argentine, et tu as vraiment des produits qui sont top, tu vois. À charge de vérification. Mais ce que Ouais. je voulais dire par là, c'est que J'ai une vidéo, je vous la montrerai. je suis un vieux père, moi, j'ai pas mal d'enfants et de bouches à nourrir. Et là, mon nouveau game, c'est de me dire ah putain, si je pars dans un endroit qui fait pas de fromage, peut-être que ça va être à moi de créer un business pour ramener du fromage et de le vendre, tu vois. Ouais, Enfin bref, même à perte, tu veux juste ton fromage, quoi. on digresse, on digresse. Moi, je voudrais te poser une autre question qui intéresse sûrement nos viewers. Est-ce que on a bien compris que toi, tu distribuais ton lifestyle? T'es jeune et célibataire, tu entreprends, t'as ta boîte à Hong Kong, tu aimes bien faire la Dolce Vita en Italie, partir à droite à gauche là où ça te chante. Est-ce que tu es quand même au fait des conditions fiscales italiennes Mhm. et est-ce que tu es au courant de si c'est intéressant pour un freelance, enfin voilà, quel que soit ton type de business, de s'installer en Italie? Parce que pour le contexte, on a des gens politiques en France qui font des rentes en disant que Mélanie est une affreuse capitaliste libérale et qu'elle a rendu l'Italie comme étant un paradis fiscal. Est-ce que c'est vrai, Lorenzo? Bah, en fait, le truc, c'est. Je pense que tous les expats peuvent se détendre un petit peu. Parce que souvent, on est anxieux pour trouver la bonne destination où justement il y a une bonne fiscalité et tout. Mais je te dis, le jeu, souvent, c'est quand même d'avoir ta boîte pas dans le même pays où tu vis, quoi. Et c'est ce que je te disais avant le podcast. En Italie, par exemple, tu as un abattement fiscal de 50% sur ton impôt sur le revenu, ce qui est pas mal. Du coup, tu payes genre 15%, grosso modo, quoi. Et sauf qu'en fait, ma boîte, elle est à Hong Kong, quasiment tout peut passer en frais pro. Le gros de mes dépenses, moi, c'est quoi? C'est les voyages, les Airbnb, les avions, etc., les restos. Et ça, en fait, ça passe sur la boîte. Donc derrière, ce que je me verse en salaire, c'est pas forcément très gros, donc ça représente peu d'impôts dans tous les cas, tu vois. Ce que tu veux dire, c'est que tu as fait ta boîte dans un pays qui est pas bolchevique et qui est pas là en train de traquer qu'est-ce que tu as dépensé avec la boîte et est-ce que c'est pas Alors déjà, à Hong Kong, il y a un truc qui est intéressant, c'est que la notion d'abus de bien social n'existe Voilà, pas. exactement. Donc, alors qu'en France, c'est 350 000 euros d'amende et 5 ans de prison. Mais donc le pire qui puisse se passer, c'est qu'ils te disent ouais, finalement, mec, on va te le facturer en comptant les impôts, qui sont entre 8 et 16%. Mais surtout, tu peux faire passer beaucoup de choses en frais pro. Et ouais, c'est vachement plus souple. Enfin, je veux dire, même, tu vois, à terme, si je veux acheter un appartement en Italie, je peux l'acheter avec une boîte hongkongaise, vivre dedans sans même payer de loyer, et ça passe, tu vois. Donc, tu as quand même des possibilités qui sont intéressantes. Et oui, après, bah, l'Italie en elle-même, elle est intéressante pour le revenu, pas pour les boîtes. Il n'y a pas d'abattement sur les boîtes. Tu payes à peu près comme en France, je crois, un impôt sur les sociétés. Alors j'ai vérifié avant le call parce que dans notre commune, il y a peut-être des mecs qui sont freelance et tout. Quand même, si tu es auto-entrepreneur, que tu te casses en Italie parce que tu aimes bien bouffer des pâtes et de la pizza. Non, je rigole. Mais parce que tu aimes bien la Dolce Vita italienne, tu vas quand même faire pratiquement diviser par 2 sur tes impôts. Ouais, au global, probablement. Au global, ouais, c'est ça. Mais là où c'est intéressant, l'Italie, c'est pour les ultra riches, c'est-à-dire que Exact. tu peux être capé si tu es étranger et que tu arrives pendant 10 ou 15 ans, tu es capé, donc le maximum que tu vas payer d'impôts, c'est 200 000 euros. Alors ça peut paraître énorme pour certaines personnes, mais si tu es un ultra riche et que tu fais ce move-là, tu vas peut-être économiser beaucoup d'argent. Ouais, mais... Et je trouve ça paradoxal parce qu'en France, on passe notre journée à dire il faut taxer les riches, il faut taxer les ultra riches. Comment est-ce qu'on va taxer les ultra riches? Et elle, Mélanie, elle prend un virage qui n'a rien à voir avec ça.
Oui, ça c'est sûr, tu peux pas taxer les ultra riches, ça c'est sûr. Et elle dit bienvenue les ultra riches, on vous crée un framework qui est bon pour vous et on veut vous faire venir chez nous, tu vois. Je trouve ça très paradoxal entre la France qui dit il faut faire la chasse aux ultra riches et Mélanie qui dit bienvenue les ultra riches, venez chez nous, quoi. Ouais, bah après, je te dis, ce truc-là de l'impôt forfaitaire à 200K par an, je vois pas trop dans quelle situation elle pourrait s'appliquer à moi, par exemple, parce que même si là je scalais de fou furieux et que je passais à 1 million par mois de revenus, etc., en fait, à moins d'acheter des montres à 100 000 balles et des sacs Hermès à ta copine russe, c'est difficile de dépenser autant en perso et Il n'y a de personne faire en sorte que les 200 000 soient rentables, quoi. Je veux dire, dans ce live qui est concerné, hein. C'est Ouais, vraiment ouais. Alors, pour ceux qui comprennent pas l'échange entre GG et Lorenzo, il y a un forfait en Italie. Quand tu gagnes en perso, c'est-à-dire quand tu te verses un salaire, voilà, des grosses sommes, tu es capé. Avant, c'était 100 000 euros. Tu pouvais pas payer plus de 100 000 euros. Et maintenant, c'est passé à 200 000 euros. Donc, l'Italie est un paradis fiscal, oui, mais pour une caste qui ne joue pas dans notre gamme, quoi, Ouais. concrètement. C'est des mecs qui gagnent des salaires de footballeurs ou bien de basketteurs américains, voilà. Pour eux, c'est probablement un paradis fiscal, tu vois. Je te dis, mais même avec un salaire de footballeur, moi je comprends pas, parce que je te dis, mes dépenses perso, bah déjà, si j'ai un salaire de footballeur, je peux acheter mon appart avec ma boîte et j'ai même pas besoin de payer un loyer. Mes dépenses, c'est quoi? C'est mes courses et mes clopes. Je comprends même pas. Oui, non, mais même si tu es un gars qui a enfin, si tu es un capitaine d'industrie et que tu as une entreprise cotée en bourse et que tu veux cash out des actions, par exemple, je pense. Ouais. Enfin, il y a des profils où payer 200 000 euros d'impôts à l'année, c'est intéressant. Mais pareil, c'est les mecs qui sont dans le top 0,5%, quoi. Il y a une autre grosse perque en Italie, ça fait partie des trucs de Mélanie, c'est que maintenant, si tu détiens de l'immobilier pendant plus de 4 ans, 5 ans, et certains types d'actifs pendant plus de 4 ans, 5 ans, ne sont pas comptés là-dedans Bitcoin et les parts de société. C'est bien dommage, parce que là, ça aurait été vraiment intéressant pour les entrepreneurs français, par exemple. Mais voilà, si tu détiens une certaine classe d'actifs, tu les détiens pas dans 5 ans. Bon, en général, voilà, c'est le minimum pour ce type d'actifs-là. Hein. Quand tu prends de l'IMO d'exception ou je sais pas quoi, tu vas pas t'en séparer au bout de 2 ans, tu fais pas des quick flips. Et bien là, tu es exonéré à 100% sur tes plus-values. Et Donc, en fait, sur l'héritage, tu peux éviter les impôts sur l'héritage par l'immobilier en Italie, il me semble que. Tout à fait. On a eu Stéphane Smith, qu'on salue, qui nous en a parlé dans notre chat sur Telegram. D'ailleurs, rejoignez le chat Telegram, les gars. Il y a beaucoup d'insights subtils comme ça qui passent. Mais voilà, en fait, GG l'a dit, l'Italie de Mélanie est devenue un paradis fiscal pour une certaine caste d'ultra riches qu'elle essaye d'attirer. Genre, on parle de Jeff Bezos, on parle de vraiment. Parce que les vrais entrepreneurs, concrètement, ils vont préférer aller. Après, je crois qu'il y a des abattements sur les héritages. Il y a quelques trucs sympas. On en parlait, ouais. Qui peuvent intéresser des personnes. Mais de toute façon, quand tu es français, quasiment tous les autres pays en dehors de la France sont des paradis fiscaux. Mais c'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fisc français, il va te baiser en fait si tu restes en France et que tu as une boîte à l'étranger. Même si ta boîte a une bonne raison d'être là-bas, le fisc français va te baiser. Ce qui n'est pas le cas dès que tu vas à l'étranger. Dès que tu te barres à l'étranger, si ta boîte a vraiment une substance dans le pays où elle est et que c'est logique qu'elle soit là-bas, etc., donc après, il faut voir un fiscaliste et tout, bah là, le fisc local, t'emmerderas jamais. Tu vois. Donc en fait, le jeu, c'est pas tellement de choisir le pays dans lequel vous allez aller pour être bien expatrié. Le jeu, c'est juste de partir de France. Tu vois. Et tout à l'heure, quand je parlais du fait que le capitalisme modifie tes désirs dans ton cerveau, tu vois, par exemple, c'est bizarre que j'ai jamais entendu un seul youtubeur parler de l'Espagne comme pays d'expatriation, alors que bien optimisé, l'Espagne, tu payes 0%. Tu vois. L'Espagne est un putain de paradis fiscal, personne n'en parle, n'intéresse personne. Une fois, c'est pour les chances que les gens aient tous envie d'aller à Dubaï et que personne n'a envie d'aller en Espagne. Il y a un problème là-dessus. L'Espagne, c'est quoi le loop? C'est la loi Beckham. Il me semble que tu as 0% sur tes dividendes de revenus étrangers, mais le montage est complexe. Il me semble qu'il faut que tu aies un petit revenu en Espagne en plus. Genre, donc tu payes tes impôts sur ton revenu espagnol, genre en mode 1000 balles par an. Tu fais un snack en Espagne, et à côté de ça, tu entreprends sur Internet et t'es tranquille, quoi. Ouais, le montage est un peu complexe, mais c'est par la loi Beckham et c'est 0% sur les dividendes de revenus étrangers. Alors, moi, j'aimerais bien recevoir quelqu'un qui est en Espagne. D'ailleurs, on l'a cité pas dans ce live, donc on va essayer de l'approcher. On va voir
qu'est-ce qu'il en pense. Ok. Ceci Ah. dit, Ok, marrant. j'aimerais bien. Il est pour passer en. Je crois qu'il prend cher pour passer en vidéo. Nous, on paye pas, Tu nous. parles de Papacito? Ouais, c'est ça. Ah, ça serait magnifique qu'on ait Papacito. Ouais. On Ouais, finira j'aimerais bien. par l'avoir, mais on va Mais le on travailler. paiera pas. C'est c'est comme Soral, on finira par l'avoir, mais on va continuer à le travailler, t'inquiète. Mais tu vois, j'ai une question pour un mec du chat, ça. Parce que j'ai vu ça sur, Ouais. sur votre Twitter, sur votre Telegram, et là, je le vois dans le chat à nouveau. Olivier Troland qui dit l'Espagne, c'est le U Burke. En fait, je comprends pas pourquoi Burke. Enfin, tu vois, quand on parle justement d'expat où tes intérêts financiers sont pas en Europe, par contre, tu jouis de la Dolce Vita européenne, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même le continent le plus agréable sur Terre, et personne pourra dire le contraire. Pourquoi est-ce que l'Espagne, c'est l'Union européenne, donc Burke? Je pense qu'il parle notamment de la régulation crypto, Bitcoin, cash out et taxes. Et en fait, tu as pas mal de lois maintenant qui se passent c'est pas des lois, c'est des directives qui se passent au niveau européen pour les cash out ils sont en train d'essayer d'uniformiser les cash out de Bitcoin à l'échelle européenne. Je pense qu'ils font pas mal référence à ça. Mais les gens sont des matraqués, en fait. Moi, j'aime bien. Bon, je me permets, Ouais. je me permets, t'es le premier invité qui nous parle d'une réalité dont on est conscient. D'ailleurs, que nous a parlé. Non, t'es pas le premier. Il y a Louis, donc qui est au Paraguay, qui nous parlait justement de jouir de ces possibilités d'avoir des boîtes dans des pays différents dans lesquels on vit. Mais on l'a peut-être pas exprimé comme tu l'as fait. C'est vrai que, de manière générale, l'UE, c'est de la merde au niveau des lois et de la régulation. Mais il y a la possibilité de jouer avec ses propres règles pour avoir ces boîtes dans des pays qui font pas partie de l'UE et de vivre sans en subir certains inconvénients. J'ai pris plein de pincettes parce qu'il y a plein de trucs que je peux pas vérifier là tout de suite quand j'en parle, mais c'est un peu ton take. Mais est-ce que ça vous dérange si je me permets d'insulter un peu votre chat ou pas? Vas-y. Go. Parfait. Ouais, non, mais ce que je vois, en fait, c'est pareil, il y a une récurrence. Ouais, l'Europe, c'est trop woke. Il y a notre mec qui a dit l'Espagne. Attends, je retrouve. L'Espagne, t'as des LGBT à fond, et crois-moi, c'est pas LGBT du t-shirt de science. Attends. Regarde, sur quelle planète vous vivez, en fait? Tu vois, genre. J'ai même pas souvenir, j'ai dû en voir, tu vois, j'ai même pas souvenir de la dernière fois que j'ai vu un homo à Palerme, tu vois, genre. Attention, Lorenzo, c'est parce que les bonhommes doivent parler de la capitale. Quand tu vas à Barcelone, tu vas à Paris, tu vas à Lisbonne, c'est la même chose. Tu vois. Barcelone, ok, Madrid, c'est pas le cas. Madrid, tout à fait. Franchement, c'est tranquille, donc absolument pas. Et Paris, ça dépend où tu vas. Si t'es dans les bons quartiers parisiens, mec, tu t'es pas confronté à des woke et des LGBT au quotidien. Tu vois, tu es dans le 5e, dans le 6e, tu vas te balader dans le 8e, tu vas dans le 16e. Jamais tu vas être confronté à des woke ou je sais pas quoi. C'est ça, c'est dans vos têtes, les gars. Dans vos têtes. Donc toi, t'es plutôt le genre de mec qui va dire. Non, mais c'est bien parce qu'en général, on a plutôt des invités qui nous disent cassez-vous de l'Europe occidentale. Hein, je parle. Toi, tu es plutôt. Alors, ok, tu trouves qu'il y a une qualité de vie qui est inégalable en Europe, c'est ça? Et mec, c'est pas je trouve, c'est factuel de le dire, et quiconque dira le contraire est un malade mental. Je veux dire, mec, les gens du monde entier, quand ils partent en vacances, ils partent en Europe, c'est les pays les plus visités du monde. N'importe quel milliardaire, donc il y a vraiment le choix que de posséder de l'immobilier quelque part. Il a forcément un appartement à Paris, un appartement à Rome, etc. Tu peux pas juste te pointer et dire, ouais, l'Europe, c'est pas agréable, c'est la meilleure bouffe du monde. Mine de rien, le socialisme qui nous fait tous chier, mais qui ne nous concerne pas parce que nous on est expatriés, donc tout va bien. Il crée quand même un truc qui est cool, c'est que tu as des villes de chômeurs qui passent leur temps à danser et à faire un petit peu la fête et à boire des coups en terrasse, etc. Ce qui n'est pas désagréable, tu vois, d'être entouré d'une population qui est détendue. Donc c'est agréable. Il y a quand même, non, mais c'est un très bon take. Il y a quand même l'immigration de masse, l'insécurité qui quand même, enfin, l'Europe quand il y a quand même un goût amer dans le sens où tu sais que c'est un continent, l'Europe occidentale, qui est sur le déclin. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que moi, personnellement, j'aime bien ce côté, quand je pars en Amérique latine, je me dis, OK, là, tout est à faire, tu es sur une pente croissante. L'Europe, tu sais que tu es en déclin, que ce soit économiquement, la sécurité, c'est objectif que l'insécurité dans les grandes villes d'Europe, ça devient de plus en plus catastrophique, tu vois. Bah mec, en vrai, encore une fois, oui et non. Tu vois, par exemple, la plupart des grandes villes françaises, oui, c'est atroce, mec. La sécurité, l'immigration, enfin c'est... Putain, il y a un moment, l'année dernière, j'ai passé un mois à Limoges pour des raisons étranges.
Et putain, tu sors de chez toi, mec, tu vois des Renois se balancer des bouteilles de verre, la mamie, sa gueule. Mec, ma voisine de palier, elle est allée chier sur le paillasson d'une autre voisine. Il y a des histoires qui se passent. Je me dis, putain, mais Renaud, Insane. et donc, ouais, évidemment que tout ça existe et tout. Néanmoins, il y a quand même des endroits qui sont agréables à vivre. Par exemple, Paris, là, je vais me faire insulter par tous les droitards, mais tant pis, parce que si je lui dis ce que je pense, Paris, le gros de la ville, t'es pas en insécurité et t'es pas confronté à l'immigration en réalité. Il y a des arrondissements dans lesquels tu es extrêmement confronté, dans lesquels tu as une énorme probabilité de te faire agresser. Ces endroits-là, c'était un peu dosé. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a quelques quartiers dans Paris qui sont cool. Ou si tu es dans le 7e ou dans le 16e, ou tu disais le 5e, ça va, tu vois. Mais ce qu'il y a, c'est que le mec moyen qui habite à Paris, Mais il habite en banlieue, c'est un il faux prend le débat. RER, je veux dire, mais je suis C'est un d'accord, Mais il y a mec, il y a des quartiers dans Paris Centre qui sont encore agréables. C'est un faux débat ce que vous dites. C'est un faux débat parce que si jamais tu es extrêmement fortuné, que tu as une boîte au Delaware et que tes intérêts économiques sont à l'étranger, par exemple aux États-Unis, etc., tu peux te permettre de jouir de la vie en France, par exemple dans des coins Habite ruraux. intramuros, c'est globalement ça va. Même dans des coins ruraux de qualité exceptionnelle, sans subir les inconvénients de la France. Et oui, tu as l'impression que c'est le meilleur pays du monde. Ouais, je peux pas m'opposer à ça. Après, Paris, Paris, le 19e, c'est Bendo. Tout ce qui est vers l'Est, le 11e, tout ça, c'est Bendo. Attends, laisse le finir. Il y a un truc. Attends, t'as quoi d'autre? T'as le bas du 15e, c'est Bendo. Enfin, t'as quand même la moitié de Paris qui est un peu Bendo, tu vois. Ouais, perso, c'est une partie de Paris à laquelle je me confronte pas vraiment et j'ai jamais été emmerdé, tu vois. Mais va à Rosa Parks dans le 19e, c'est le tiers-monde. C'est le tiers-monde. Hein. Alors moi, ça, par contre, je comprends pas. Pour le coup, moi, je suis OK pour dire, par exemple, Porte-la-Chapelle et tout, c'est l'enfer sur Terre. Il n'y a pas de problème là-dessus, tu vois. Et je suis OK pour dire à cause de qui c'est et tout, il n'y a pas de problème là-dessus non plus. Mais le 19e, bah là, j'y suis. Et à chaque fois, mec, je vois Oh, t'as vu les good? OK. Le 19e, mec, j'y suis. À chaque fois, je vois les droitards dire que c'est grand emplacé et que c'est la merde. Bah, je vois pas trop ça dans le 19e. Tu vois, là, on est dans une résidence tous les voisins, c'est des gens de la communauté organisée. Et, okay. Dans le 19e, ouais. Non, mais ok, si tu es dans le quartier Feuge du 19e, ça va. Va à Rosa Parks. Ok, oui, stop. Va à la station de métro Rosa Parks. Vas-y là à 21h. Là, tu es dans le tiers-monde. Non, mais en tout cas, j'ai compris le take de Lorenzo. Si tu es organisé. Je suis d'accord. Si tu es organisé, ben c'est une réalité d'ailleurs, on n'en a jamais parlé dans le bunker, mais si tu es organisé de sorte que tu es en France peut-être moins de 6 mois de par an, ça dépend de ton setup, et que tu as des revenus provenant de l'étranger, et que tout va. En fait, tu peux jouir de la France, qui est quand même le meilleur pays du monde, on va pas se mentir, les gars, sans ses inconvénients. Ses inconvénients vis-à-vis de sa violence fiscale, de son socialisme. Puis je pense que les gens qui sont dans l'arbitrage, ils se posent la question aussi. Ils se disent quel niveau de vie je vais avoir, combien je vais dépenser pour avoir une vie qualitative à Paris. Il te faut en dépenses, il faut que tu dépenses 2, 3, 4, 5 K par mois, tu vois, pour avoir une vie bien qualitative dans le centre-ville de Paris. Ouais, minimum. Si tu prends la même somme que tu vas dépenser à Paris pour avoir une vie correcte, tu te mets en Amérique du Sud, tu vas diviser par 2, 3 ou 4, tu vois. C'est aussi ça que les gens est pris en compte, je pense. Avant de clôturer, parce qu'en plus je me fais tirer, je me fais appeler. Il va falloir tirer l'oreille. Pardon? Ouais, je me fais tirer les oreilles exactement. Il va falloir que je décale. Mais même, t'as pris l'exemple d'une personne qui te suit qui fait 7-8 000 euros par mois. Avec Madrid, encore une fois, c'est pas cher, tu es bien, t'es en sécurité. Alors, dans ce cas, vu que tu dois partir, moi je voulais parler un peu de la Dolce Vita italienne, mais c'est pas grave, je comprends tout à fait. Ouais. On va clôturer avec le questionnaire PLS. Le questionnaire PLS. Ok, on va attaquer le questionnaire PLS. Je vais te poser des questions un petit peu en rafale. Tu peux me répondre par oui ou par non. Ok. Tu peux juste botter en touche. Première question, est-ce que tu as des anecdotes par rapport à des simps, des clients sur des chats OnlyFans, des trucs un peu marrants? Des anecdotes, ouais, il y en a pas mal, mais il y a malheureusement les mecs pour qui c'est une addiction, tu sais, qui te disent ouais, ça fait 2 ans que je te donne tout mon argent et maintenant je peux plus m'acheter des vêtements, je me balade dans la rue avec des vêtements troués et tout. Là, tu vois, c'est les moments où tu te dis bon, vas-y, on va essayer de faire en sorte de l'ignorer un petit peu et de plus prendre son pognon.
Ouais, malheureusement, les anecdotes là-dessus, c'est souvent des gens qui se ruinent pour les meufs, quoi. Est-ce que tu penses que fake it until you make it, c'est une bonne philosophie de vie? Ouais, en fait, oui et non. Tu lis les évangiles et mec, je vous le dis en vérité, tout ce pourquoi vous priez, croyez vous l'avez déjà reçu et il vous sera accordé. Et en fait, tout le monde pense qu'il faut faire des trucs pour devenir riche et c'est l'inverse, il faut être. Et donc en fait, c'est pas je vais devenir millionnaire, c'est je suis millionnaire. En fait, c'est la différence entre l'être humain et l'animal. Tu vois, même l'animal, il peut se projeter dans le futur. Tu vois, le lion, il calcule la trajectoire de la gazelle pour aller la choper et la manger. En fait, il projette le futur lui aussi. Les humains, on a une seule capacité que les autres n'ont pas et qui est une capacité divine, c'est de projeter dans le présent. Donc, mec, il faut que tu sois, et il faut que tu sois millionnaire, etc. Donc, c'est pas fake it, c'est tu l'es vraiment. Tu commences à te dire le matin, je suis millionnaire, tu marches comme un millionnaire. Qu'est-ce qui fait un millionnaire dans sa journée? Il travaille, tu travailles comme un millionnaire. Et quand tu l'es dans le présent, ça se matérialise. Et ça fonctionne vraiment. C'est une question de mindset, ouais, je comprends. Ouais, je suis à peu près d'accord. Quelle est ta routine du matin? T'entends les rires à côté. Ok, j'ai compris. C'est bon, ça me suffit. Ça me suffit. Ok, j'ai compris ta routine du matin. Euh, Elle parle français. Hein, Oui. Ok. Si tu devais conseiller un auditeur du bunker qui nous écoute, qui est en CDI, qui en a marre, qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, tu lui conseillerais de se lancer dans quel business là en ce moment là? C'est quoi où est-ce que tu sens qu'il y a du potentiel là? Moi, je pense qu'il faut. Il y a eu trop d'inefficience dans le business en ligne de manière générale, et même dans l'époque, avec des gens payés à la com. Et il faut prendre plein de gens qui sont payés à la com et les salariés et manger la com en écart. Donc, par exemple, les closers, ils se font payer 10 à 15% de leurs ventes. Et tu te retrouves avec des closers qui gagnent genre entre 3 et jusqu'à 20 000 balles par mois, ce qui est complètement aberrant. Tu recrutes des commerciaux, tu les payes 2200 balles et tu prends la différence. Ça, même, ça se trouve, même Uber, relancer des boîtes de taxi, en fait, les mecs sont salariés. Je crois pas pourquoi ça existe, les trucs à la com. En fait. Ok. Tu as habité à Dubaï, tu as eu une agence OnlyFans aussi. Est-ce que c'est vrai la rumeur selon laquelle toutes les influenceuses ou une grosse partie des influenceuses qui sont à Dubaï sont en fait des prostituées pour des Arab sheikhs? Difficile de le savoir, mais en tout cas, il y a plein de filles qui sont officiellement de prostituées déjà. Je sais, 30 000 putes, je crois, à Dubaï. Donc après, est-ce que là-bas, les meufs qui sont influes, elles y vont pour faire autre chose? J'en ai rencontré des modèles OnlyFans qui étaient aussi des escorts. Après, est-ce que c'est généralisé à Dubaï? J'en sais rien. Est-ce qu'elle se faisait faire caca dessus? C'était un peu la question que je voulais poser en fait. Probablement. En tout cas, j'étais pas resté cette soirée-là, donc je suis pas au courant. Ok. Alors peut-être ta réponse va faire grincer des dents la meuf qui est à côté de toi, mais quel est l'écart parfait entre un homme et une femme pour le dating? L'écart parfait d'âge, pardon. Moi, je pense que l'amour Dans n'a la pas sauce, d'âge. là. Je pense que l'amour n'a pas d'âge et que c'est une question de feeling avec la fille. Excellente réponse. Excellente réponse. À partir de combien tu penses que tu as make it et que tu peux plus ou moins relâcher la pression en euros, une somme? Donne-moi une somme. 10 millions. Les TML, c'est l'objectif classique de beaucoup de personnes, les 10 millions equity pour prendre une retraite confortable. Ok. Et dernière question, est-ce que tu es un démocrate? Est-ce que tu penses que la démocratie peut sauver la France? J'en ai rien à foutre, mec. Je pense que les peuples, ils vont trouver un moyen à chaque fois de se faire sodomiser. Dans tous les cas, c'est eux qui veulent se faire enculer au bout. C'était ça ma grande conclusion de toutes mes recherches sur la politique, quoi. Donc, démocratie, roi, dans tous les cas, s'ils sont pas en train de perdre au change, ils vont renverser le régime et prendre un truc qui est pire. Est-ce que tu penses qu'on est allé sur la Lune? Alors, c'est une bonne question. Évidemment, il y a plein de trucs qui te paraissent assez troubles sur la mission de la NASA, mais il y a un truc qui a l'air assez indéniable sur le fait qu'on y soit allé. Alors, peut-être pas sur le moment, sur la mission, j'en sais rien si c'était faké ou pas, mais a priori, ils ont foutu des miroirs sur la Lune pour calculer la distance Terre-Lune avec des lasers. Et en fait, n'importe quel ingénieur qui a fait un peu d'études et qui bosse un peu dans le milieu spatial, il a déjà balancé un laser sur la Lune et il a eu un retour, quoi. Donc, a priori, il y a bien un moment où on a posé un miroir là-dessus, quoi. Est-ce que les trucs mission Apollo et tout ça, c'était du bidon ou pas? Aucune idée. GG, est-ce que tu as la question de l'invité de la semaine dernière pour Lorenzo? On va en avoir pour 2 heures. Est-ce que tu Non, penses non. que l'IA pourra devenir une divinité pour l'humanité ou une partie de l'humanité? D'après moi, c'est une très bonne question. Ouais. Je sais même pas qu'est-ce qu'on appelle une divinité. Je pense qu'il parle d'un scénario un peu à la Matrix, le film où l'IA vraiment est devenu l'alpha et l'oméga des relations humaines et de la vie des humains sur Terre, quoi. Il me semble que quand tu implémentes de l'IA dans une espèce de robot, ça dépasse pas son cadre physique, quoi. Donc il me semble que si l'IA elle commence à partir en couille, tu la débranches, elle ferme sa gueule, non? Il avoir accès à la prise. Ouais. Ouais.
Donc non, je pense pas. Non, toi, tu n'es pas là-dedans. Ok. Et du coup, est-ce que tu as une question pour le mec de la semaine prochaine? Ça peut être un truc what the fuck ou un truc qui te passe par la tête. Hein. Ou un truc bateau même, hein, c'est toi qui décides. Ouais, mais j'aurais aimé avoir plus de temps et trouver un truc vraiment smart, mais je lui demanderai qui est-ce qui pense qu'il sera président en 2027 et pourquoi. Ok. Merci à tous ceux qui ont suivi l'émission. Merci à tous ceux qui nous découvrent. Abonnez-vous. Je vous fais des bisous, merci pour l'invitation et à bientôt les gars. Salut, merci à Et toi. puis, avec grand plaisir de te recevoir une autre fois, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire avec toi. Ouais, très cool, je pourrais parler pendant des heures, donc parfait. À la semaine prochaine. Allez, à les gars. bientôt.